Bonjour et bienvenue à cette deuxième séance du cycle sur l'hérédité génétique et épigénétique. La fois passée, on a tracé l'histoire du concept d'épigénétique. Je vous ai aussi présenté deux théories de l'évolution, celle de Lamarck et de Darwin, très brièvement, mais en montrant bien les différences de principe entre ces deux théories. Et ça, c'est assez important parce que tout le discours actuel sur l'épigénétique, en fait, nous ramène à la question de savoir si la théorie de l'évolution qui était présentée par Lamarck est remise à l'ordre du jour. Et donc ça, c'est ce qu'on va progressivement discuter pendant les séances. Mais pour ça, on a absolument besoin de comprendre comment fonctionnent les choses du point de vue de la cellule et du point de vue moléculaire. Et donc ça, c'est l'objet de la séance d'aujourd'hui. Ça va être de vous présenter ces mécanismes. Alors, une partie de ce que je vais montrer aujourd'hui, je l'avais déjà présenté il y a 3 ans quand j'avais donné le cours sur la génétique du comportement. Mais pour ceux donc, qui y étaient présents et qui s'en souviennent parfaitement, pendant ce temps-là, ils peuvent un peu faire la sieste. Et puis pour les autres, ce sera peut-être une façon de redécouvrir ces principes. Mais j'ai quand même pas mal retravaillé sur le contenu, parce que comme l'objet de ce cours-ci, c'est vraiment la transmission héréditaire des caractères et aussi l'adaptation, cette séance-ci, donc je vais vous présenter avec du contenu nouveau, notamment les mécanismes d'adaptation cellulaire. Et puis je voudrais aussi y donner un fil directeur, et ce fil directeur, je vais vous le présenter tout de suite, c'est l'information. C'est-à-dire que la question qu'on va poser, c'est où est l'information, comment se transmet-elle? Alors, plus précisément, on va poser une série de questions. Mais la première, c'est celle qui nous saute immédiatement à l'esprit. Comment une cellule ou un individu transmet-il leur caractère à la descendance? Donc ça, c'est le concept classique d'hérédité, l'hérédité génétique. Ensuite, les mutations, c'est-à-dire que comment se fait-il que d'une génération à une autre, il y ait des changements et que donc les caractéristiques se modifient au fil des générations. Et aussi, ces mutations, c'est ce qui explique qu'il y a une diversité génétique au sein des populations. Parce que par l'accumulation de ces mutations, on va observer chez des individus différents, des traits différents, des caractéristiques différentes, des traits au sens du généticien, des traits phénotypiques. Les mécanismes moléculaires, donc on va descendre au niveau de la molécule et regarder comment ça se passe, quelles sont les molécules qui sont les porteuses de cette information, de l'hérédité, et l'adaptation phénotypique, comme je vous l'ai dit. On a parlé la fois passée de l'expérience de Novick et Wiener qui nous montrait que les cellules de bactéries, quand on les met sur un milieu riche en galactose, elles activent une enzyme qui leur permet de consommer le galactose. Quand on les met sur un milieu pauvre, elles n'expriment pas cette enzyme, mais si on les met exactement à la concentration seuil, eh bien celles qui l'expriment parce qu'on les a activées temporairement, transitoirement, continuent à exprimer cette capacité, et celles qui ne l'expriment pas continuent à ne pas l'exprimer. Donc on voit ici que les bactéries ont d'une part une capacité à s'adapter à la présence ou à l'absence d'un substrat, et d'autre part, elles ont la capacité de transmettre cet état activé ou pas à leur descendance. Donc on va étudier l'adaptation et également la transmission héréditaire de cet état d'adaptation. Et on va étudier ensuite, si on le verra soit cette fois-ci, soit la fois prochaine, en fonction du temps, la différenciation. Quels sont les mécanismes qui permettent aux cellules d'un même organisme de se différencier, de former des structures différentes, d'avoir des phénotypes différents et des fonctions différentes. Et ça, c'est la grande question de Waddington en 1942 sur l'épigénétique. Et la différenciation, elle se passe au niveau cellulaire, et au niveau des cellules, et puis les cellules forment des tissus, mais une grande question qui est celle de toute la biologie du développement, c'est de savoir comment se fait la morphogénèse, c'est-à-dire si chaque cellule a cette capacité de se différencier, et même si on comprend comment une cellule en particulier se différencie pour former un neurone, qu'est-ce qui fait qu'au sein de l'embryon qui est en train de se développer, à un certain endroit, les neurones se forment, et à un autre endroit se forme l'épiderme, et à un autre endroit se forme de l'endoderme. Donc ce sont des questions un peu distinctes, mais qui sont toutes liées, et qui vont être toutes liées par les mêmes mécanismes moléculaires que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors on peut poser exactement les mêmes questions, dans le même ordre, mais au lieu de les poser en termes de phénotype, c'est-à-dire les caractéristiques qui se transmettent, et de molécules, on peut les poser en termes d'information. Donc j'ai fait l'exercice ici de vous poser les mêmes questions sous forme d'information. Où réside l'information qui est transmise à la descendance d'une cellule ou d'un individu? Sur les mutations, comment cette information se modifie-t-elle au fil des générations? Mécanisme moléculaire, comment l'information qui est contenue dans le matériel héréditaire se traduit-elle au niveau des fonctions de l'organisme?
l'adaptation phénotypique, comment l'information est-elle modulée pour répondre aux variations de l'environnement, la différenciation, comment est-ce que cette information qui est la même dans toutes les cellules du corps est-elle modulée en fonction des tissus, en fonction des cellules, des types cellulaires, et où est l'information qui permet à l'embryon en cours de développement de se différencier et de différencier différents organes, c'est-à-dire où est le plan de l'organisme. Alors, on va parler d'organisation cellulaire, et puis on va faire un zoom à l'intérieur de la cellule pour regarder les composantes de la cellule, les organelles, et voir où est l'information. Et puis on va faire un zoom descendant jusqu'au niveau de la molécule. Alors il y a différents types de cellules, et je pense que ça vaut la peine d'emblée de parler de deux types de cellules dont je vais avoir besoin pour vous exposer les concepts aujourd'hui. Ça, c'est des cellules bactériennes, c'est Escherichia coli. Vous voyez ici une photo en microscopie optique, microscopie photonique, et cette bactérie, vous en voyez ici toute une série, ces bactéries, en fait, elles mesurent à peu près 1 micromètre, c'est-à-dire 1 millième de millimètre. Et la microscopie optique, en fait, la limite de résolution d'un microscope optique, c'est 1/3 de micron à peu près, c'est 300 nanomètres, c'est les longueurs d'onde des lumières typiques, et donc ça ne permet pas de bien distinguer les détails d'une bactérie. Mais on peut voir une bactérie quand même, surtout si on utilise un contraste de phase comme ici, mais ensuite on peut utiliser des microscopes électroniques. Et il y a deux types de microscopie électronique. D'une part, il y a le microscopie électronique à balayage, où on peut voir la surface des objets, et là vous voyez les surfaces de bactéries, et la microscopie électronique à transmission, où on peut regarder vraiment les détails à l'intérieur de la cellule. On ne le voit pas très bien à cause du contraste ici, mais sur la figure originale que vous pourrez télécharger, on le voit très bien. Et on voit ici que cette cellule, eh bien, elle a une membrane cellulaire qui est entourée d'une paroi qui permet de stabiliser le contenu, d'empêcher la cellule d'exploser. Et à l'intérieur de cette cellule, il y a des tas de détails qu'on peut observer en microscopie électronique et qui ont été schématisés ici de façon un petit peu artistique, dans un schéma en 3 dimensions, où on représente ici l'intérieur de la cellule, et à l'intérieur, vous voyez, il y a le nucléoïde, c'est-à-dire c'est une région de la cellule où est concentré le matériel, le support de l'hérédité, l'ADN. Ça, c'est une bactérie. Bon, elle a aussi un flagelle qui lui permet de se déplacer. Elle a des cils, elle a un cytoplasme, et à l'intérieur de cytoplasme, il y a des tas d'organelles qui contribuent à son fonctionnement, mais on ne va pas faire un cours détaillé de biologie cellulaire, ce n'est pas l'objet du cours. La question, ça va être où est l'information. Et ici, vous voyez des cellules eucaryotes, et en fait, il y a une diversité de cellules eucaryotes, notamment, vous voyez ici des cellules épithéliales, et chacune de ces structures est une cellule. Là, toutes les photos sont en microscopie optique, et vous voyez ici le noyau de la cellule. Donc, c'est ce qui caractérise les cellules eucaryotes, c'est qu'il y a une séparation entre le cytoplasme qui est un gel qui constitue l'essentiel de la cellule, et puis il y a à l'intérieur de la cellule une membrane qui encapsule tout le matériel génétique, ou une partie du matériel génétique qui encapsule en tout cas les chromosomes, et on l'appelle le noyau. Et donc on appelle les cellules eucaryotes, les cellules qui ont un noyau. Et en gros, les cellules eucaryotes, c'est celles qu'on trouve chez les animaux, les plantes, les champignons, les levures, mais pas chez les bactéries, ni chez les archées. Et ici, vous voyez que ces cellules, elles ont beau toutes être eucaryotes, elles peuvent être très différentes les unes des autres. Cellules épithéliales, ici vous avez des cellules sanguines, et vous reconnaissez des petites cellules rouges et des cellules blanches, c'est les globules rouges et les globules blancs. Ici, on a des cellules musculaires, on reconnaît cette structure qui sont des noyaux, ces structures de noyaux, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des fibres ici, qui permettent à la cellule musculaire de se contracter et aux muscles de se contracter. Un neurone, qui est une cellule tout à fait particulière, le corps cellulaire est ici et le noyau doit être quelque part ici, on ne le voit pas. Et puis ce neurone, il envoie un prolongement ici qu'on appelle axone, qui est extrêmement long. Parfois, il y a certains neurones qui ont des axones de plusieurs millimètres, de plusieurs centimètres. Et cet axone, il peut établir des connexions avec d'autres neurones, ce qu'on appelle la jonction synaptique. Et ici, vous voyez des images, vous voyez ici une animation, en fait. C'est des vraies photos, c'est des photos de neurones qui sont dans des boîtes de culture cellulaire. Et on voit ici qu'il y a un neurone qui est en train d'établir une connexion avec un autre. Donc vous avez ici un neurone, le deuxième, et il y a une connexion qui est en train de s'établir.
Donc ça, c'est ce qu'on peut voir en microscopie optique. On prend un microscope et on prend des photos toutes les minutes et on voit progressivement les choses qui évoluent. Alors on peut faire des représentations plus ou moins artistiques de nouveau avec la structure de la cellule eucaryote et je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas vous faire un cours de biologie cellulaire, mais poser la question où est l'hérédité. Alors, dès qu'on parle d'hérédité, il est difficile de ne pas citer les travaux pionniers de Mendel et les lois de Mendel. C'est assez intéressant de penser pourquoi est-ce qu'il y a des lois. En fait, il n'y a pas beaucoup de lois en biologie. Et Mendel était vraiment à la recherche de lois. Mendel, donc, c'était quelqu'un qui était moine et qui était entré dans la carrière monastique essentiellement parce qu'il voulait faire de la science. Il venait d'une famille de paysans et il était très intéressé par les sciences. Et le fait d'entrer au couvent, à Brno, donc, lui permettait d'accéder à une formation et aussi il était entré dans un ordre où on prêtait beaucoup d'attention à la connaissance, à la science. Et donc il a fait des travaux scientifiques parallèlement à sa vie de moine. Sa fonction n'était pas du tout de faire de la science, mais il a fait ça et notamment, comme il était chargé de cultiver le potager de son monastère, il en a profité pour faire des expériences. Et les expériences, en fait, elles consistaient à essayer de comprendre les lois de l'hérédité pour les hybrides. Alors les hybrides, c'est quelque chose d'assez important pour l'agriculture. Et notamment, il a travaillé, comme tout le monde le sait, avec des petits pois. Et les pois, normalement, se reproduisent de façon autogame. C'est-à-dire que la plupart du temps, le petit pois s'autoféconde. Mais on peut artificiellement forcer les pois à on va récolter un petit peu de pollen sur un pois et puis on va féconder un autre pois et alors on peut faire des croisements et ça permet aux sélectionneurs d'améliorer la variété. Et c'est une pratique qui est bien ancrée dans l'agriculture depuis longtemps. Et donc Mendel, ce qu'il veut, c'est rationaliser ça, il veut comprendre ça. Il aborde ça d'une façon scientifique, en fait. Mais c'est un travail qui est vraiment ancré sur la réalité pratique de l'horticulture. Et en faisant ça, en fait, la première chose qu'il observe, il va sélectionner toute une série de caractères et il ne les sélectionne pas n'importe comment. C'est quelqu'un qui a énormément de lucidité, d'intelligence et en fait, il s'attaque au problème d'une façon raisonnable en le simplifiant. Parce qu'il y a des tas de caractéristiques de tous les organismes qui sont quantitatives, qui sont extrêmement complexes et tout. Et lui, il prend bien le soin de choisir des choses simples pour commencer. Et donc, il prend des caractères qui ne sont surtout pas quantitatifs, mais qualitatifs. Des caractères qui sont du tout ou rien, parce que là, ça permet de savoir si le caractère est présent ou s'il est absent. Et donc, ça va permettre de rationaliser les choses. Et il choisit donc 7 caractères, la forme de la graine à maturité, la couleur de l'albumène, la couleur extérieure de la graine, etc. Et pour chacun de ces caractères, il a 2 types il prend 2 variétés qui sont très très différentes. Alors il y a un des caractères ici qui a l'air d'être la longueur de la tige, ça a l'air d'être quantitatif, mais en fait il choisit 2 variétés qui sont qualitativement différentes en longueur. Il y en a une qui fait en général 6 pieds de haut, et puis l'autre qui fait 1 pied de haut, c'est-à-dire 30 cm. Et on sait bien que ces variétés-là, celle qui fait 1 pied de haut fait des enfants qui font 1 pied de haut, et celle qui fait 6 pieds de haut fait des enfants qui font 6 pieds de haut. Donc on a bien un caractère qualitatif. Et en croisant chacune de ces paires de caractères, des graines rondes ou irrégulières, des graines jaunes ou vertes, etc., on peut se demander qu'est-ce qui va se passer. Et ce qu'il observe, c'est que pour chacun de ces 7 caractères-là, quand il les teste un par un, à la première génération, au moment où il fait l'hybride, au lieu d'observer une valeur intermédiaire du caractère, c'est du tout ou rien, c'est-à-dire qu'il y a un des deux types de caractères qui va dominer. Et donc il définit le concept de dominance. Et donc dans la première génération, il y a 253 hybrides par exemple ici, et dans ce cas-là, ils ont toute la forme ronde de graines. Et par contre, pour la coloration jaune ou verte, il y a 258 petits pois à la première génération, enfin à la génération des hybrides, il appelle cette génération F1, et les 258 ont toutes une couleur jaune. Voilà, et la première génération, donc c'est le jaune qui est dominant, et d'autre part la forme lisse. Et puis, ensuite, à partir de ce moment-là, il laisse les pois faire leur travail habituel, c'est-à-dire il ne fait plus de fécondation forcée, il laisse les pois en autogamie, et donc les petits pois font des enfants en combinant leurs propres gènes. Et là, ce qu'il observe en fait, c'est qu'à la seconde génération, celle-ci, on va ressurgir chaque fois le trait qui avait disparu. Donc on va ressurgir le trait, et donc ça, il appelle ça de la récessivité. Le trait est récessif, c'est-à-dire qu'il revient après certaines générations. Il n'avait pas disparu, on ne le voyait plus ici, mais il réapparaît, et donc il va qualifier les individus qui peuvent donner une descendance
de ces types-là, on les note aujourd'hui grand A, petit a, puisque grand A, c'est le symbole qu'on donne au trait dominant, petit a au trait récessif. Et on voit que celui-ci, il manifeste le trait dominant, mais néanmoins, il a la capacité à donner des enfants qui vont manifester le trait récessif. Et ensuite, si on regarde à la troisième génération, ce qu'on voit, c'est que certains des individus qui ont le trait dominant ne donnent plus que des descendants dominants. Et à partir du moment où ils font ça, les descendants des descendants des descendants des descendants de ceux-là manifesteront toujours le trait dominant. Par ailleurs, ceux qui étaient récessifs, eux, ne donnent que des récessifs, et leurs descendants également. Et il reste chaque fois quand même quelques individus qui ont le caractère dominant, mais dont la descendance contient un mélange. Mais comme à chaque génération, il y en a toute une partie des dominants qui deviennent soit dominants, ne donnant plus que des dominants, soit récessifs, on en perd à chaque fois, et donc il établit sa deuxième loi qui est la loi de ségrégation. Et quand on parle de loi, c'est vraiment, il met une loi mathématique en calculant au fil des générations quelle est la proportion des individus qui auront ségrégé, soit en étant des dominants purs, qui ne donneront plus que des dominants, soit en étant des récessifs purs, qui ne donneront que des récessifs, et puis la proportion qui reste au milieu, c'est-à-dire ceux qui auront le caractère dominant, phénotypiquement, mais dont les descendants pourront avoir les deux caractéristiques. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la loi de ségrégation. Ségrégation dans le sens où les caractères se séparent au fil des générations. Et ça, c'est très intéressant pour les éleveurs, évidemment, parce que pour les sélectionneurs de plantes. Parce que les sélectionneurs, ce qu'ils cherchent, quand ils recombinent des plantes, c'est à combiner différentes caractéristiques et puis à avoir des lignées pures afin de pouvoir vendre des graines à l'agriculteur et que cet agriculteur soit sûr de ce qu'il est et qu'il n'est pas au bout d'une génération ou deux, enfin à l'époque en tout cas, au bout d'une génération ou deux, qu'il ne se retrouve pas avec un mélange de toutes sortes de caractéristiques différentes, avec des petites plantes et des grandes plantes dans son champ, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que toute l'agriculture du XXe siècle s'est basée justement sur le fait que les sélectionneurs ne vendent plus aux agriculteurs des lignées pures, mais au contraire vendent des hybrides. Et ils vendent des hybrides qu'ils génèrent eux-mêmes à chaque génération. Et ensuite, ça veut dire que l'agriculteur, s'il remet ses graines en culture, en fait, il va se retrouver avec des mélanges dans son champ. Et donc, l'agriculteur rachète chaque année les graines aux semenciers. C'est une des caractéristiques de l'agriculture depuis 1936. Alors, ensuite, la troisième loi de Mendel est assez intéressante et elle est importante pour comprendre les mécanismes de l'hérédité. Elle est surtout importante parce que c'est ses limites qui ont donné les indices du support de l'hérédité, je viendrai après. Mais donc Mendel continue à faire vraiment des approches probabilistes comme ça, c'est pour vous montrer comment le chercheur réfléchit en fait. Lui c'est vraiment un physicien en fait, il n'a pas fait seulement des travaux de physique, c'est quelqu'un qui a une approche de mathématicien, de physicien, c'est un scientifique qui applique à la biologie vraiment le mode de réflexion du physicien, d'essayer de trouver des lois mathématiques qui permettent de prédire le comportement de ce qui se passe dans le vivant. Et ce faisant, donc, ce qu'il teste, c'est comment combiner les caractères. Ce qui est évidemment le but des sélectionneurs. On a des variétés pures qui ont chacune certains caractères qu'on veut garder et d'autres qu'on ne veut pas forcément garder. On essaie de les combiner pour obtenir des variétés qui les combinent. Donc il cherche les lois de combinaison des caractères. Et ce qu'il observe, c'est qu'il prend par exemple, s'il prend par exemple des pois soit jaunes, soit verts, et qui soit ont des graines lisses ou des graines rugueuses, quand il les croise, les proportions qu'on avait observées ici dans la deuxième génération, oui, j'ai oublié de vous dire les proportions, dans la deuxième génération, ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, il a 3 fois plus de dominants que de récessifs. Et dans chaque génération, ceux qui sont dominants, mais qui gardent la possibilité de faire des récessifs, eh bien, ils vont eux-mêmes donner aussi 3 dominants pour 1 récessif. Donc ça veut dire qu'il y a 1/4 de récessifs, 3/4 de dominants dans les phénotypes de chaque génération. Et en fait, ce qu'il observe, c'est que si maintenant on regarde combien de graines sont à la fois vertes et ridées, eh bien on en a 1/16. Et le vert et ridé, c'est le caractère récessif, le double caractère récessif. Par contre, si on regarde le double caractère dominant, où il y a 3/4 des individus qui sont jaunes et 3/4 qui sont lisses, on va se retrouver avec des proportions de 9/16. Donc c'est le produit 3/4 fois 3/4. Et si on regarde maintenant la combinaison entre un trait récessif et un trait dominant, on va se retrouver avec 3/4 fois 1/4, donc on va avoir 3/16 chaque fois. Et ça, en fait, du point de vue des probabilités, des statistiques, c'est une loi d'indépendance. Le produit des probabilités d'avoir l'un ou l'autre, la probabilité d'avoir 2 caractères et le produit des probabilités de ces caractères individuels, ça veut dire que c'est la définition de l'indépendance pour les théories des probabilités. Donc, il exprime la loi d'indépendance des caractères.
Alors c'est très intéressant parce que ces lois sont absolument valides, on peut les reproduire, on fait des travaux pratiques avec les étudiants, on peut reproduire parfaitement ces lois sur des pois, mais sur d'autres organismes aussi, à deux conditions. C'est-à-dire que d'une part, si on veut avoir exactement ces lois-là, il faut avoir des organismes qui sont autogames, parce que la loi de ségrégation ne fonctionne que chez les autogames. Sur une population comme la nôtre où les gens se mélangent sans arrêt, eh bien, on n'a pas de ségrégation des caractères. Et par ailleurs, la loi d'indépendance, elle ne fonctionne que dans un cas très particulier. Et justement, ça, on l'a découvert plus tard parce qu'à l'époque de Mendel, une chose regrettable, c'est que les travaux de Mendel ont été largement ignorés par la communauté scientifique. Il a publié ses travaux en 1866. C'était en plein le moment où à la fois Darwin et puis tous les gens de son époque étaient en train de se casser la tête pour essayer de mettre une théorie de l'hérédité sur la théorie de l'évolution. C'est ce qui leur manquait, c'était vraiment le chaînon manquant de la théorie de l'évolution, comme je vous l'ai dit la fois passée. Mais en fait, ils n'ont pas pris conscience de l'importance des travaux de Mendel comme un outil pour comprendre la façon dont les caractéristiques se transmettaient et se modifiaient. Et donc, c'est seulement 35 ans après, en 1900, que simultanément, 3 chercheurs ont redécouvert les lois de Mendel. Et quand on dit redécouvert, bon, il y a des milliers de travaux d'histoire des sciences là-dessus. Ils l'ont redécouvert, ça veut dire que sans doute les temps étaient mûrs, mais en fait, ils ont pris conscience à ce moment-là, ils ont lu le manuscrit de Mendel. Ils ont tous les 3 eu connaissance du manuscrit de Mendel. Et avant ça, en fait, entre 1866 et 1901, il y a eu 16 chercheurs qui, dans leurs travaux, avaient cité les travaux de Mendel. Donc, il avait été un peu lu, un petit peu cité, mais rien à voir avec l'importance de son œuvre par rapport aux questions qui allaient se poser pendant tout le XXe siècle, c'est-à-dire la génétique, l'avènement de la génétique. Et donc, ces 3 chercheurs qui avaient lu l'œuvre de Mendel ont publié chacun sur des systèmes différents. Ils ont montré qu'on obtenait les mêmes lois que Mendel. Alors le premier, Hugo de Vries, a oublié de citer Mendel. Le deuxième, Correns, n'a pas manqué de dire que Hugo de Vries avait oublié de citer Mendel et pourtant il l'avait évidemment lu parce qu'il utilisait des mots que Mendel avait définis. Et Tschermak a aussi cité Mendel. Bon, ça c'est la petite histoire. Maintenant, ce Hugo de Vries, c'est aussi la personne qui a la première fois décrit une mutation, parce qu'évidemment maintenant on voit comment les caractères se transmettent. On ne comprend toujours pas le mécanisme moléculaire, mais on voit qu'il y a des règles de transmission qui vont nous permettre peut-être de décortiquer les choses si on continue à les analyser sur d'autres organismes. Mais la question suivante, c'est comment ça peut se modifier d'une génération à l'autre. Ou autrement dit, si on remonte dans l'autre sens, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des pois qui ont des caractéristiques différentes? C'est qu'à un moment, il y a eu des changements, des mutations. Et donc, Hugo de Vries commence à essayer de caractériser des mutations, c'est-à-dire d'observer lui-même des cas où il a une culture de plantes et puis à un moment, il y a une plante qui est différente des autres. Il essaie de trouver l'apparition du moment où le changement s'opère. Et il décrit ça. Et ensuite, sur un autre système qui est la drosophile, il y a Thomas Hunt Morgan, qui pendant plusieurs années avec ses étudiants essaie de détecter chez la drosophile des mutations. Vous voyez ici un exemple de mutation. Ça, c'est une drosophile de type sauvage, qui a les caractéristiques qu'on trouve dans la nature. On l'appelle type sauvage. Elle n'est pas sauvage, c'est une drosophile de laboratoire. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le type sauvage. Et en fait, cette drosophile-là, un caractère marquant quand même, c'est qu'elle a les yeux rouges. Et Thomas Morgan, une des premières mutations qu'il détecte, c'est une mutation qui fait que ces mouches ont les yeux blancs. Et il constate que ces caractères-là se transmettent de génération en génération, de façon mendélienne, mais il constate quand même qu'il y a quelque chose d'un peu curieux, c'est qu'il y a une liaison entre le caractère yeux blancs et le sexe de l'individu. Ça ne se transmet pas de la même manière chez les femelles et chez les mâles, et plus précisément, ce caractère a l'air d'être lié au chromosome X. Et donc, c'est une première indication. Il y avait déjà eu des indications auparavant. Les gens pensaient bien que les chromosomes étaient le support de l'hérédité, mais en tout cas là, c'est une première indication un peu plus formelle pour dire, tiens, ici on a une mutation, un changement qui voyage avec le chromosome X, qui voyage de génération en génération, je veux dire, qui se transmet de génération en génération avec le chromosome X. Alors chez la drosophile, on a 4 chromosomes, et ces 4 chromosomes, en fait, Morgan commence à essayer de détecter un tas de mutations différentes, des mutations qui provoquent des formes différentes des ailes, des mutations qui font que les soies sensorielles sont différentes, etc. Donc il a tout un tas de mutations et il étudie leur recombinaison. Et là, il voit qu'il n'arrive pas vraiment à reproduire les lois de Mendel. Il ne les reproduit pas, il ne tombe pas sur les lois d'indépendance. Au contraire, il observe une dépendance entre certaines paires de caractères.
il observe qu'il y a une liaison de ces caractères, c'est-à-dire que généralement, ces caractères sont transmis ensemble à la génération suivante. Et sur cette base-là, en fait, il se rend compte qu'il y a 4 groupes de liaisons. C'est-à-dire que s'il y a 4 groupes de caractères, de mutants, si on est à l'intérieur du groupe, les caractères sont transmis ensemble. Si on fait des croisements où on observe 2 caractères qui appartiennent à des groupes différents, alors on observe bien la loi d'indépendance de Mendel. Et comme par ailleurs il y a 4 chromosomes, et qu'on a des tas d'autres indices pour soupçonner que le chromosome est le support de l'hérédité, sur cette base-là, il écrit un livre en 1915 qu'il appelle « Le mécanisme de l'hérédité mendélienne », où il propose que le chromosome soit le support de l'hérédité. Donc c'est la théorie de l'hérédité, chromosomique de l'hérédité, qui était donc proposée en 1915. Alors ici, vous voyez des chromosomes non plus de drosophiles, mais d'humains, et avec des techniques modernes d'imicroscopie qui permettent de colorer d'une couleur spécifique chaque chromosome. Donc ça s'appelle un karyotype spectral. Et ça permet d'une part d'observer les chromosomes comme ça, sur une lame où on a écrasé des cellules. Donc c'est une cellule qui a été écrasée sur une lame, et puis on fait un marquage, et on observe chaque chromosome associé à une couleur. Et puis on peut les remettre ensemble, et on voit que ceux qui ont la même couleur, on les assemble. Et ici, on voit qu'on a les très grands chromosomes, chromosome 1, chromosome 2, chromosome 3. Et en fait, l'ordre des chromosomes a été défini en fonction de leur taille, par taille décroissante. Et donc on voit les 22 paires de chromosomes de l'humain, plus une paire, dans ce cas-là c'est un individu femelle, en fait c'est une femme, il y a 2 chromosomes X. Et par contre, si vous avez un chromosome, si à cet endroit-là vous avez 2 formes différentes de chromosomes, vous aurez un X et un Y, et là vous aurez un homme. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte qu'à l'intérieur du noyau cellulaire, si on regarde un noyau cellulaire ici, au moment où la cellule n'est pas en train de se diviser, mais au moment où elle est en plein fonctionnement, ce qu'on constate, c'est que la coloration révèle, et ça c'est une découverte assez récente, qu'en fait, les chromosomes sont confinés dans des régions différentes du noyau. Chaque chromosome occupe une région différente du noyau. Ce n'est pas un spaghetti où tous les chromosomes se mélangent. Évidemment, la question, c'est de savoir comment ça fonctionne, c'est-à-dire en quoi ces chromosomes peuvent-ils être les supports de l'information. Maintenant, on sait que c'est les chromosomes, mais comment ça marche. Et il y a un travail qui mérite quand même d'être souligné, qui n'est pas un travail de biologiste, mais d'un physicien qui est très connu, c'est de Schrödinger. Et Erwin Schrödinger, en 1944, écrit un petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?» Et dans ce livre-là, il prend un point de vue de physicien pour dire quels sont les enjeux, les grands défis de la biologie. Il dit que la biologie est confrontée à des défis formidables aujourd'hui, et je vais vous dire comment, en tant que physicien, je regarde ça. Et ce livre, en fait, a été assez fondateur. Il y a plein de biologistes qui l'ont lu, c'est un livre hyper intelligent. Il y a des réflexions vraiment qui sont assez visionnaires. Et notamment, ce qu'il dit, c'est que la partie la plus essentielle d'une cellule vivante, sa fibre chromosomique, pourrait à juste titre être qualifiée de cristal apériodique. Alors c'est assez intéressant, on va voir la structure, effectivement. On a quelque chose qui est un polymère, mais apériodique. On va voir que justement c'est cette apériodicité, que je vais un petit peu définir, ne vous inquiétez pas, qui est la source de l'information. C'est là que réside l'information dans le vivant. Et il fait une analogie qui est assez intéressante. Il dit que les physiciens sont habitués assez humblement à travailler avec des cristaux périodiques. Ils étudient des cristaux de différents types. Et que la biologie s'affronte à quelque chose d'incomparablement plus complexe, que les cristaux que les physiciens étudient sont aussi ternes qu'une tapisserie où ce serait toujours le même motif qui est répété, mais que la biologie, en fait, elle a toute la richesse et toute l'expressivité d'une tapisserie de Raphaël. Il cite Raphaël comme ça. Donc c'est une analogie évidemment, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est cette idée de cristal apériodique. Et on va voir qu'effectivement, en 1953, c'est-à-dire quand même 9 ans plus tard, on découvre la structure de l'ADN. Et cette structure, en fait, comment on la découvre? On la découvre avec cette image-ci. Alors cette photo-ci, c'est une photo qui a été prise par Rosalind Franklin, qui est une chercheuse qui travaillait au King's College en Angleterre. Et elle faisait de la cristallographie, c'est-à-dire que ce qu'elle essayait de faire, c'était d'obtenir des cristaux d'ADN, de le faire cristalliser, c'est-à-dire de mettre un tas de molécules d'ADN côte à côte dans la même orientation, ce qui fait qu'au moment où on envoie des rayons X sur un cristal, les rayons X vont diffracter, ils vont rebondir dans des directions en fonction des angles, des obstacles qu'ils rencontrent, et puis ça se diffracte et ça se projette sur une paroi
où en fait on va mesurer la radioactivité ici. Et sur base de cette image-là, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'inventer, d'imaginer quelle était la structure tridimensionnelle. Donc, quand on projette un faisceau de rayons X dessus, ça va se diffracter pour générer une image comme ceci. Et donc, c'est un travail assez impressionnant, le travail des cristallographes, parce qu'en partant de quelque chose qui ne ressemble à rien, en fait, vous imaginez, vous envoyez un faisceau sur quelque chose, ça diffracte, ça va dans tous les sens, et puis vous devez dire quel était l'objet qui a permis de rebondir, à toutes mes radiations, de rebondir pour occuper exactement ces positions-là. Et donc, ils sont en train d'essayer de résoudre ça. Et il y a quelque chose qui se passe, c'est que Rosalind Franklin, en fait, n'a pas résolu elle-même la structure de l'ADN. La structure de l'ADN a été résolue par Watson et Crick, qui ont eu le prix Nobel pour ça. Et en fait, ils se sont basés en grande partie sur cette photographie. Alors, ils ont publié dans le même numéro de Nature, donc il y a Rosalind Franklin qui a publié sa structure cristallographique, et Watson et Crick qui ont publié leur modèle, mais ça a fait l'objet de beaucoup de débats ultérieurement, parce qu'en fait, c'était le patron de Rosalind Franklin qui avait montré les clichés à Francis Crick et James Watson. Et donc, il y a eu quand même un malaise. Mais en tout cas, voilà le résultat de Watson-Crick. Ils comprennent, en travaillant dessus quand même pendant quelques temps, à un moment, ils ont une idée, ils comprennent la manière dont cet ADN doit être structuré. Et ça, c'est leur schéma, qui est un schéma, donc, effectivement, extrêmement simple. C'est très schématique comme dessin. C'est celui-là qu'ils publient dans la revue Nature, en disant, voici la structure de l'ADN. Et on peut regarder ça maintenant avec un modèle un peu plus moderne. Ici, c'est un modèle où chaque petite boule représente un atome. Les atomes gris sont des atomes de carbone. Les atomes blancs sont des atomes d'hydrogène, les rouges de l'oxygène, et ceux-ci c'est du phosphate, les jaunes. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est cette double hélice, ce que Watson et Crick représentent comme ceci. On a un modèle qu'ils ont construit aussi eux-mêmes avec des petites boules et des petits bâtonnets. Ça se faisait à l'époque. On a une belle photo d'eux d'ailleurs devant un vrai modèle qui fait cette taille-là, qu'ils ont construit avec des petits boules et des bâtonnets. Et donc on a un modèle comme ceci. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une double hélice, cette fameuse double hélice. Vous voyez ici, il y a une hélice comme ça qu'on peut suivre. Et puis une autre hélice ici. Et ces deux hélices, en fait, elles sont liées par des atomes. Et ces atomes, c'est ce qu'on va appeler les bases nucléoctidiques. Et il y en a 4 types. Il y en a une qu'on va appeler thymine, adénine, guanine, cytosine. Et donc ces 4 types, en plus, s'associent toujours de la même manière, c'est-à-dire que les cytosines s'associent toujours aux guanines, avec 3 liaisons ici, qui sont des ponts hydrogènes. C'est des liaisons faibles, en fait. Et la thymine avec l'adénine, avec 2 liaisons faibles, 2 ponts hydrogènes. Alors le fait que ce soit des liaisons faibles, je ne vous le dis pas uniquement pour vous donner tous les détails chimiques, mais c'est assez important parce que ça veut dire que si cette molécule-là, en fait, elle a plus de solidité dans ses barreaux, dans sa chaîne latérale que sur les échelons. Et donc on va pouvoir séparer les 2 brins. Donc on va dire ici, on a un brin d'ADN, un autre brin d'ADN, ils sont unis par les paires de bases, et en fait, ça peut se séparer. Ça peut se séparer, et dans leur article même, et dans 2 autres articles qu'ils publient ultérieurement, Watson et Crick disent « Il n'a pas échappé à notre attention que l'appariement spécifique que nous avons postulé suggère immédiatement un mécanisme possible pour copier le matériel génétique. » Donc, comment, en regardant une molécule comme ça, peut-on avoir l'idée qu'il y a là un mécanisme pour copier le matériel ? Alors, il l'explique ultérieurement, donc, dans un autre article, il le détaille bien. Notre modèle d'acide déoxyribonucléique, notre modèle d'acide désoxyribonucléique constitue en fait une paire de modèles, chacun étant complémentaire à l'autre. Nous imaginons qu'avant la duplication, les liens d'hydrogène sont rompus. Donc, les liens d'hydrogène, c'est ce qu'il y a au milieu des échelons ici. Donc, alors attention, une petite remarque, ce qu'il appelle duplication dans son article, aujourd'hui on l'appelle réplication. On utilise le mot duplication pour autre chose en génétique. Mais dans l'article original, ils disent duplication. Donc, nous imaginons qu'avant la duplication, les liens d'hydrogène sont rompus et que les 2 chaînes se déroulent et se séparent. Chaque chaîne agit alors comme un modèle pour la formation sur elle-même d'une nouvelle chaîne compagne, de telle sorte qu'à la fin, nous obtenons 2 paires de chaînes là où il n'y avait qu'une auparavant. De plus, la séquence des paires de bases aura été dupliquée exactement. Alors, comment ça marche ? Vous voyez ici un schéma un peu plus
classique, alors ici, vous avez la séquence de l'ADN et vous avez cette fameuse ouverture, cette séparation des deux brins dont parle Watson Crick. Et dès le moment où ils sont séparés, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un T ici, sur un des deux brins, on va avoir un T, sur l'autre un A. Si on imagine une machine moléculaire qui est capable d'apparier systématiquement un T sur un A ou un A sur un T, chacun des deux brins contient toute l'information par image miroir, par complémentarité. Alors vous voyez ici une image un peu plus détaillée qui montre comment ça se passe de manière toujours très schématique, mais avec les molécules qui font ça. Et ces molécules-là, c'est des protéines en fait, c'est l'ADN polymérase, c'est un gros complexe de protéines qui est composé d'un tas de protéines, d'une vingtaine de protéines, et qui est capable de faire cet appariement, c'est-à-dire d'associer chaque fois le nucléotide complémentaire avec la chaîne qu'il est en train de parcourir. Alors il y a des tas de détails moléculaires extrêmement complexes, je ne vais surtout pas entrer dans les détails, mais juste pour se faire plaisir, je vais voir si ça fonctionne. J'ai ici une animation que vous trouvez sur YouTube qui a été faite par Drew Berry, qui est un Australien, c'est un biologiste de formation, mais il a fait des études en biologie et puis depuis l'âge de 25 ans, il a consacré son travail à faire des modèles moléculaires comme ça, des animations qui reflètent ce qu'on connaît de la biologie moléculaire. Et donc là, ce que vous voyez, c'est l'ADN qui arrive dans cette machine moléculaire et qui progressivement va être, donc en bleu vous avez la DNA polymérase, l'ADN polymérase, la polymérase qui va séparer les deux brins et qui va chaque fois associer des nouveaux nucléotides sur chacun des deux brins séparés, et donc à partir d'une chaîne, il va faire deux chaînes. Donc ça c'est le message important, indépendamment de la façon dont ça se déplace comme ça, c'est qu'à partir d'une seule chaîne, on fait deux chaînes, et deux chaînes qui sont des copies conformes de la chaîne originale. Et c'est là en fait qu'on comprend comment l'ADN est une structure qui peut porter de l'information. Où est l'information? L'information, elle est dans la succession des bases. L'information, elle n'est pas dans la forme de l'ADN lui-même, elle est dans le fait que, justement, c'est un cristal, au sens où c'est un polymère de choses qui s'assemblent de façon régulière, mais il est apériodique au sens que la succession particulière des bases A, T, G, C dépend de chaque morceau d'ADN, de chaque organisme, de chaque gène. Et c'est là qu'est l'information. Elle est dans la séquence, dans la succession des bases particulières à un endroit donné d'un chromosome. Elle est aléatoire, cette succession? Alors, est-ce qu'elle est aléatoire? Excellente question. Alors, c'est une question sur les origines. C'est-à-dire qu'au moment où la vie est née, ce qu'on imagine, c'est que les nucléotides s'assemblaient de façon aléatoire. Mais aujourd'hui, tous les ADN qui sont formés par des êtres vivants sont formés sur copie d'un ADN préexistant. Et donc là, ce n'est plus aléatoire. Mais il y a des choses aléatoires qui vont se produire. Et ces choses aléatoires, ce sont les mutations. Alors justement, je vous montre ici quelques mutations de mouches. Vous voyez ici les mouches sauvages, des mutants qui ont les yeux blancs, ici des mutants qui ont les ailes courbées, et ici vous voyez un mutant qui combine les deux. Et donc c'est sur cette base-là que les travaux de Morgan ont permis d'étudier la dépendance ou l'indépendance des caractères. Et ici vous voyez un autre phénotype mutant. Donc on peut générer des mutants comme ça. Ça c'est une mouche, c'est une microscopie électronique à balayage d'une tête de mouche. Et vous voyez que l'œil occupe une surface importante. Et ici vous avez les antennes. Et vous avez un mutant où il n'y a pas d'œil en fait. Alors c'est pas qu'on a un œil et que le mutant est aveugle, c'est que l'œil ne s'est pas formé. À la place de l'œil, on a une capsule céphalique avec de l'épiderme. Et ce mutant-là, c'est un mutant du développement. Les types de mutations, pendant le travail de la polymérase, ce qui arrive, c'est que des erreurs se produisent. Et ces erreurs sont assez fréquentes en fait. Ces erreurs sont assez fréquentes, il arrive une erreur tous les 10 000 paires de bases, mais ensuite il y a des mécanismes de réparation, je ne vais pas entrer dans les détails, et donc le taux de réparation dépend d'un organisme à l'autre, ce qui fait qu'en définitive, chez les eucaryotes, on se retrouve avec une erreur tous les quelques millions de paires de bases. Donc c'est assez précis la reproduction d'un eucaryote, mais néanmoins ça veut dire qu'à chaque division cellulaire, il y a des erreurs. Et comment se passent les erreurs? C'est simplement qu'au moment où ces machines, vous avez vu à quelle vitesse on voit se défiler cette animation, alors c'est une animation, hein, c'est sans doute
Mais on peut calculer la vitesse de la réplication, c'est extrêmement rapide dans une cellule eucaryote. Et de temps en temps, la polymérase en fait assemble un nucléotide qui n'est pas le nucléotide complémentaire. En face d'un T, au lieu de mettre un A, elle va mettre un C ou un G, ou un T. Et donc ça, c'est une substitution. À ce moment-là, on a ce qu'on dit une substitution. Et donc pendant une génération de cellules, pendant cette cellule-là, elle aura, à un endroit donné de ses chromosomes, deux nucléotides qui sont mal appareillés. Mais si ce n'est pas réparé, la génération suivante, une des deux cellules filles aura récupéré la séquence correcte et l'autre aura, en fait, puisqu'on avait un T, on aurait dû mettre un A, imaginons qu'on mette un C, l'autre, elle aura un C en face duquel on aura mis un G, puisque la DNA polymérase suivante, elle aura séparé les deux brins, elle aura vu un C, elle lui aura collé un G. Et donc dès ce moment-là, on a une mutation qui va être transmise de génération en génération. Et donc c'est comme ça que l'information se modifie. C'est par ce qu'on appelle communément des erreurs au moment de la réplication. Alors quand on dit erreur, ça donne une idée d'intentionnalité, et donc c'est effectivement une métaphore. C'est par des accidents. Je pense que le mot accident qu'utilisait Darwin pour parler des variations, en disant les variations sont accidentelles, il est absolument approprié ici. On a un accident qui arrive, qui est que le nucléotide qui est assemblé pendant ce processus extrêmement complexe de séparer les deux brins et puis en face de chacun des brins accoler les bons nucléotides, eh bien, le nucléotide à un endroit qui est accolé n'est pas celui qui est complémentaire au modèle. Et donc on a un écart par rapport au modèle. Donc ça c'est une mutation. Et une fois que ces mutations sont là, en fait on n'a pas d'historique de la mutation, en tout cas après une génération, et donc c'est devenu le caractère de l'individu qu'on est en train de regarder. Et donc une fois qu'une mutation a été obtenue par Morgan, il a observé en regardant des milliers de mouches au microscope, il en a vu, il y en a une qui a les yeux blancs, je la garde et je la mets en reproduction pour voir ce que ça donne. Dès ce moment-là, le caractère est stable, on a une stabilité de la mutation, une fois qu'elle a été qu'elle s'est produite. Elle se transmet de génération en génération. Alors, une des questions qui était vraiment centrale en biologie, c'est celle de savoir si les mutations sont aléatoires ou si, alors c'est là que ça nous ramène à la question entre Lamarck et Darwin, est-ce que les mutations sont orientées en fonction des conséquences qu'elles vont avoir? C'est-à-dire est-ce qu'elles peuvent avoir un effet de tendre vers quelque chose qui sera éventuellement intéressant pour l'organisme. Et il y a une expérience, alors il y a plusieurs expériences qui ont été faites. Il y a une expérience fondamentale qui a été publiée par Luria et Delbrück en 1943, qui est basée sur les mathématiques, en fait, sur la théorie des probabilités et sur les lois de Poisson, mais que je ne vais pas vous détailler ici parce que ça demande de faire un petit développement mathématique et on n'a pas vraiment le temps. Mais il y a une autre expérience qui est très élégante, qui a été publiée en 1952 par un couple, Lederberg et Lederberg, et qui est très élégante et facile à comprendre et qui est assez impressionnante. Et qui montre qu'en fait, les mutations se produisent indépendamment de l'agent sélectif. Alors, vous savez tous que les bactéries ont une fâcheuse propriété, enfin une première fâcheuse propriété, certaines bactéries sont toxiques pour l'humain. Si vous avez une infection bactérienne, elle s'attaque à votre corps et puis votre système immunitaire soit va réussir à s'en débarrasser, soit ne va pas réussir et c'est la bactérie qui va se débarrasser de vous. Mais vous savez aussi que quand vous avez une infection bactérienne, vous allez voir votre docteur, il vous donne des antibiotiques. Et tout le monde sait que le docteur systématiquement, il vous dit attention, je vous donne une boîte d'antibiotiques, mais il faut la prendre jusqu'au bout, parce que sinon, vous allez avoir des bactéries qui résistent à l'antibiotique. La résistance bactérienne à l'antibiotique, c'est un des gros problèmes actuellement dans les hôpitaux, comme vous le savez, avec des maladies, avec des bactéries qui résistent à plein d'antibiotiques parce qu'elles ont été sélectionnées en hôpital. Donc c'est quelque chose de très concret. C'est quelque chose de très concret, de très pratique et de très important pour la santé, comprendre comment les bactéries arrivent à résister aux antibiotiques, et on le comprend très bien en fait. Et en 1952, déjà, la question se posait. Et donc, Lederberg et Lederberg, ils font une expérience d'une part avec un antibiotique et d'autre part avec un autre agent sélectif. Donc, dans les deux cas, c'est des agents qui tuent la bactérie. D'une part, un antibiotique, la streptomycine, et d'autre part, un phage, c'est-à-dire un virus qui tue la bactérie Escherichia coli. Et dans les deux cas, ils font la même expérience avec des tampons de velours. Alors, les tampons de velours, c'est une méthode qu'ils inventent. Donc, leur article sert à présenter cette méthode-là, qui est un outil que les biologistes pourront utiliser ultérieurement. Et le principe, c'est que vous avez ici une culture bactérienne qui a été
on cultive des bactéries sur des boîtes, sur un gel, on appelle ça des boîtes de pétri, c'est des boîtes rondes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va, avec un tampon de velours qui est mis sur un cercle, on va prendre une empreinte de la colonie. C'est-à-dire qu'on le colle dessus, et puis on le retourne, et là, on a plein de bactéries. Et dès ce moment-là, on va faire vraiment des copies conformes de cette colonie, c'est-à-dire qu'on va prendre des nouvelles boîtes de pétri, et puis on les dépose dessus, on la retire, on prend une autre boîte de pétri, on la pose dessus, on la retire, et puis on peut faire comme ça une dizaine de copies si on veut. Et on marque bien les positions des angles et tout. Et donc on se retrouve avec des colonies bactériennes qui ont été ensemencées précisément aux endroits où il y avait ici des bactéries. Et ici vous voyez 3 colonies bactériennes qui résultent de la même, de 3 boîtes qui ont été posées sur le même tampon de velours. Et ce qu'on voit, si on voyait bien les détails, on verrait que en fait, on a à peu près la même disposition des colonies. Il y en a certaines qui n'ont pas bien pris parce qu'on n'a pas bien collé la boîte, mais en gros, on a vraiment le même motif sur les 3 boîtes. Et dès ce moment-là, on utilise ces techniques-là pour faire une expérience sur qu'ils appellent de sélection indirecte. Alors, l'astuce, c'est vraiment astucieux, c'est très élégant, c'est d'avoir 2 copies de la même boîte, mais sur l'une, donc on fait une culture bactérienne, et puis on la met sur une boîte de pétri, on laisse encore se développer jusqu'à avoir un beau tapis bactérien, c'est-à-dire tout est couvert de bactéries. Il y a 1 milliard de bactéries dans la boîte, et puis ce qu'on fait, c'est qu'on va faire 2 copies avec les tampons de velours. Donc on met un tampon de velours, on le retourne, on prend 2 boîtes de pétri, on fait 2 copies, paf, et sur l'une, on bazarde de l'antibiotique, et sur l'autre, on ne met rien du tout. Alors celle sur laquelle on a bazardé de l'antibiotique, on voit que il n'y a rien qui pousse, sauf à 2 endroits. Là, j'ai 2 résistants. J'ai 2 bactéries qui résistent à l'antibiotique, à la streptomycine. Par contre, sur l'autre boîte, on voit qu'on a un beau tapis bactérien parce que tout a bien poussé. Ce qu'on fait, c'est qu'on localise les 2 mutants ici et on va prendre la région correspondante, puisqu'on avait 2 copies au départ, sur la boîte qui n'a jamais été soumise aux antibiotiques. C'est pour ça qu'on parle de sélection indirecte. Et dès ce moment-là, on a ce petit morceau de boîte, on va le mettre en culture. Et on pense que là-dedans, il y a une concentration un peu plus élevée de bactéries résistantes si la mutation préexistait. Par contre, si la mutation a été induite par l'antibiotique, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas spécialement de résistant dans la boîte qui n'a pas été soumise à l'antibiotique. Donc c'est là qu'est le test scientifique. Le test, c'est, a priori, avant de faire l'expérience, on se dit, il y a 2 possibilités. Soit mon antibiotique induit la mutation, soit la mutation préexiste à l'application de l'antibiotique. Si l'antibiotique induit la mutation, je ne m'attends pas à trouver dans la même région des résistants. Par contre, s'il préexiste, je m'attends à trouver dans la même région des résistants. Et c'est tout l'objet du test. Alors, ils le font en plusieurs étapes parce que la première fois qu'ils le font, ils ont un petit carré, mais qui a un mélange de résistants et de pas résistants, puisqu'on a prélevé un petit peu grossièrement. Mais cette fois-ci, quand on le met en culture, il y a une proportion plus importante de résistants. Et donc à la 2e étape, on voit qu'on a un peu plus de résistants, à la 3e, on a encore plus. Et à la fin, on arrive à localiser ici vraiment une seule cellule, ou un clone qui fait des milliers de cellules, mais qui sont tous des descendants de la même cellule. Et ce clone-là, une fois qu'on le prend, toutes les cellules sont résistantes, on le voit ici. Et donc là, on a une culture pure de cellules résistantes. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'on a réussi à faire une sélection de cellules qui résistent à la streptomycine, et pourtant, leurs parents n'ont jamais été soumis à la streptomycine. On a fait une sélection indirecte. Ça montre donc, c'est une belle expérience qui illustre quelque chose qui avait été démontré mathématiquement auparavant, 10 ans auparavant par Loria et Delbrück. Ça montre que les mutations préexistent à la sélection. Et ça, on l'a observé et confirmé ultérieurement aussi pour les insectes résistants aux insecticides, pour les plantes qui résistent aux herbicides, pour les bactéries qui résistent aux antibiotiques, pour tous les phénomènes de résistance qui sont généralement des gros problèmes pour l'humain, des résistances à la lutte chimique, eh bien les mutations, il y a un certain taux qui est assez constant. Par exemple, pour les insecticides, il y a un insecte sur 1 million qui résiste à la plupart des insecticides dans une population. Et donc ça veut dire que si on met de l'insecticide, on va sélectionner des insectes résistants. Si on met les insecticides de façon un petit peu abusive, la lutte chimique, c'est là l'échec de la lutte chimique en fait, c'est qu'on sélectionne des résistants, et donc il faut soit mettre des doses de plus en plus grandes d'insecticides, soit alterner les insecticides, idem pour les bactéries, pour les herbicides en agriculture. Alors, maintenant on a vu donc comment l'information était inscrite dans une molécule qui s'appelle l'ADN, elle est inscrite dans la succession des résidus.
comment elles pouvaient se modifier par des mutations, par des erreurs d'appariement lors de la réplication. Mais une fois qu'on a cet ADN, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Donc, en quoi est-ce que l'ADN, à part transmettre de l'information d'une génération à l'autre, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Et ici, je vais vous montrer ce que c'est qu'une protéine. C'est-à-dire qu'une des fonctions de l'ADN, ce n'est pas la seule, mais une des fonctions de l'ADN, c'est de contenir l'information qui permet de synthétiser une protéine. Ça contient un modèle qui permet de synthétiser une molécule d'un type tout à fait différent, qui est une protéine. Et ici, je vous montre une protéine qui est la bêta-galactosidase. Donc, c'est l'enzyme dont je vous ai parlé la fois passée. Je me suis dit, autant continuer sur le même exemple. Et cette bêta-galactosidase, on peut la voir tourner en 3 dimensions. C'est une structure tridimensionnelle qui a été reconstruite et qui est stockée dans une base de données informatique de structures tridimensionnelles où il y a des dizaines de milliers de protéines. Et ici, on peut choisir le mode de représentation. Là, j'ai choisi un mode de représentation où chaque atome est coloré selon les mêmes couleurs que je vous ai dit tout à l'heure. Le rouge, c'est de l'oxygène, le gris, c'est du carbone, etc. Et on voit en fait que cette protéine elle est assez globulaire. Elle occupe bien l'espace. Il y a un petit trou là au milieu. Et ce petit trou-là, c'est une poche catalytique. Il y a un endroit dans cette protéine où il y a une poche catalytique qui est l'endroit où, si une molécule de galactose entre, elle va être cassée en deux par cette protéine. Cette protéine est une enzyme, c'est-à-dire c'est une protéine qui a la capacité de catalyser une réaction particulière. Et là, vous avez la même molécule, c'est exactement la même, c'est la même structure, mais avec une représentation un peu plus schématique, où on voit en fait que cette protéine est constituée de 4 chaînes peptidiques. Alors je vais vous montrer ensuite ce que c'est qu'une chaîne peptidique. Protéine, le nom de protéine a été donné d'après le nom du dieu grec Proté, qui est un dieu qui avait la capacité de changer de forme. Et en fait, on ne peut pas trouver un nom plus approprié parce que c'est la forme de la protéine, sa conformation tridimensionnelle, ce qu'elle occupe dans l'espace, et aussi ses propriétés biochimiques et électriques qui lui donnent sa fonction. Sa fonction provient de sa forme. Et par ailleurs, les protéines peuvent changer de forme aussi. Alors, c'est quoi cette protéine? Il y a 2 types de séquences. Jusqu'ici, je vous ai parlé des séquences nucléiques. Je vous ai montré que l'ADN, donc les séquences qu'on trouve dans le noyau, je vous ai montré donc cette molécule, l'ADN, qui est constituée d'une double hélice avec des paires de bases, des chaînes. Et on peut représenter ça, et c'est comme ça qu'on le représente dans l'ordinateur, par simplement la succession des lettres qu'on trouve sur une des 2 chaînes. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux puisqu'elles sont complémentaires. Si je connais la succession des lettres sur un des 2 brins, je peux déduire la succession des lettres sur l'autre des 2 brins, puisque chaque fois que j'ai un A ici, j'aurai un T sur l'autre brin, chaque fois que j'ai un T, j'aurai un A, etc. Donc ça, c'est une séquence d'ADN comme on la stocke dans l'ordinateur. Et vous voyez qu'il y a 4 lettres, donc on va dire qu'on a, par métaphore, on va dire qu'on a un texte avec 4 lettres. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'ADN est une structure tridimensionnelle qui est basée sur une double hélice, qui est un polymère de 4 types de monomères, qui sont les 4 nucléotides ATGC. Et les protéines, par contre, sont d'une nature tout à fait différente. Elles ne sont pas constituées d'un polymère de nucléotides, mais d'un polymère d'acide aminé. Donc c'est un type de molécule tout à fait différent, et il y en a 20 différents qui entrent dans la composition des nucléotides. Donc sur le panneau de gauche ici, vous voyez la séquence de l'ADN qui correspond à la région du chromosome bactérien où il y a la fonction bêta-galactosidase. Donc ça, c'est la séquence qui contient l'information qui permet de produire la protéine que vous avez vue ici. C'est la séquence de l'ADN. Et ça, c'est la séquence de cette protéine, c'est-à-dire que cette protéine, elle est constituée, on pourrait même, ici, si je vais sur la base de données en question, donc là, vous voyez, c'est la même molécule, et ici, je peux dire que je vais la colorer. Alors d'abord, je vais le mettre en spacefill, comme ceci, et puis je vais la colorer, je peux choisir mon mode de coloration, et je vais dire que je la colore par résidu. Et là, je vais avoir 20 couleurs différentes qui correspondent à chacun de ces 20 acides aminés. Et je peux ensuite essayer de faire un zoom à l'intérieur pour essayer de regarder jusqu'au niveau de l'atome. Alors on peut aussi, il y a d'autres types de représentations, on peut passer des heures à jouer avec ça, ou on peut passer toute une carrière à jouer avec ça. Il y a évidemment des tas de collègues qui font de la biologie structurale et qui passent leur vie à étudier la relation entre la structure des protéines et leur fonction.
et leur évolution aussi. Donc c'est tout un domaine de la biologie structurale, la biochimie structurale et aussi l'utilisation d'ordinateurs pour analyser ces structures, donc la bioinformatique structurale. Mais ici, ce qu'il suffit de retenir, c'est que cette structure qui est extrêmement importante puisque c'est elle qui confère les propriétés, les fonctions à cette protéine, en fait, elle provient de quelque chose d'assez simple finalement, c'est la succession des acides aminés dans ce chapelet qui est constitué au cours de la synthèse des protéines. Alors comment ça se passe? Comment est-ce que ce gène-là contient de l'information qui permet de constituer ce chapelet d'acides aminés qui va permettre de constituer cette protéine? Mais la façon dont ça fonctionne, c'est par un intermédiaire. Alors cet intermédiaire, il s'appelle l'ARN. Et donc l'ADN, il sert de modèle pour polymériser une autre molécule qui lui ressemble très fort en fait. C'est aussi un acide qu'on retrouve dans le noyau, mais on le trouve aussi dans le cytoplasme. On le retrouve dans l'ensemble de la cellule. Et c'est un acide, donc on l'appelle acide nucléique quand même parce qu'il trouve son origine dans le noyau. Et il est constitué vraiment à peu près comme de l'ADN. Alors il y a des petites différences, on ne va pas entrer dans les détails, mais il y a une correspondance univoque entre la séquence de l'ADN et la séquence de l'ARN qui est constituée à partir de cet ADN. Et donc il existe de nouveau des machines moléculaires qui ressemblent à la précédente, celle que je vous ai montrée précédemment, mais qui servent à polymériser l'ARN à partir de l'ADN. Et on appelle cette machine moléculaire, c'est une protéine, c'est un complexe protéique, on l'appelle l'ARN polymérase. RNA polymérase, oui. Est-ce que tu peux définir le terme précisément de polymère? Polymériser, ah oui, polymériser, en fait, on appelle un polymère, une molécule, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, une molécule qui est constituée en assemblant des plus petites molécules qui sont de nature similaire mais pas identique. Donc toutes les séquences effectivement qui contiennent de l'information dans le vivant, enfin les séquences, les macromolécules, ce qu'on appelle les macromolécules, c'est-à-dire l'ADN, l'ARN et les protéines, sont des polymères qui sont formés de plus petites molécules. Et par exemple, ici, donc, on va dire que la constitution, au moment de la constitution de la synthèse de l'ADN, la polymérisation, on a le modèle ici, qui est ce brin-ci, et on va synthétiser ce brin-là sur base du modèle en apposant successivement, en créant des liaisons chimiques successivement. On va faire des liaisons chimiques par ce squelette ici qui est constitué de succession de sucres et de phosphates. Les phosphates servent à coller ensemble des sucres et chaque sucre est lui-même le support d'une des bases azotées. Donc les bases azotées contiennent l'information, le brin de sucre et de phosphate fournit la structure en fait, la structure qui va être le support de cette information. Et donc la polymérisation c'est ça, c'est la formation d'une longue molécule en accolant progressivement des plus petites molécules qui appartiennent toutes à la même famille de molécules. Ici c'est des nucléotides, dans le cas des protéines c'est des acides aminés, mais en les collant, et c'est ça qui est important et c'est ça qui fait l'information du vivant, selon une succession particulière. Et cette succession-là, c'est elle qui contient l'information. La succession des bases dans l'ADN fait l'information héréditaire, celle qui est transmise de génération en génération, et elle sert aussi de modèle pour définir et déterminer, on peut dire que c'est déterministe, elle détermine la succession des acides aminés qui va donc former la protéine, et cette succession des acides aminés va elle-même donner la forme à la protéine. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on sait faire très très facilement, c'est un programme informatique qui à partir de ceci déduit cela, et d'ailleurs en fait quasiment toutes les séquences qu'on trouve aujourd'hui dans les bases de données, celles-ci que je vais chercher ce matin, eh bien elles ont été déduites à partir de séquences d'ADN, parce que pour des raisons expérimentales, on arrive très facilement à séquencer de l'ADN. Séquencer des protéines, on peut le faire, mais c'est une manœuvre extrêmement lourde et je ne suis même pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de gens qui sachent faire ça aujourd'hui. Les biochimistes faisaient ça dans les années 70, mais ça ne se fait plus parce que dans les années 70, il y a Sanger qui a inventé une méthode, qui a développé une méthode permettant de caractériser la séquence de l'ADN. Et cette méthode était tellement facile à mettre en œuvre que ça a vraiment révolutionné la biologie. C'est le début de la biologie moléculaire. Donc aujourd'hui, on séquence l'ADN. Et puis une fois qu'on a cette séquence d'ADN, on essaie de trouver les endroits où il y a sans doute une partie
on va dire, qui code pour une protéine, c'est-à-dire une partie qui contient l'information qui permet de synthétiser une protéine, et plus précisément qui contient l'information qui permet de déterminer la succession des acides aminés qui va former la protéine. Et donc ce code, et c'est là qu'on arrive effectivement à l'information, le code, vous le voyez ici. Alors on a un problème effectivement, c'est qu'il y a un problème qui a été d'ailleurs très très bien discuté par Francis Crick une fois de plus, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment eu un rôle extrêmement important, pas seulement pour découvrir la structure de l'ADN, mais aussi pour découvrir le code du vivant, et vous allez le voir aussi pour comprendre les transferts d'informations dans le vivant. Donc Francis Crick, il a immédiatement constaté qu'il y avait un problème, parce qu'ici on a de l'information qui réside dans un polymère qui est une succession de 4 types différents de monomères, et puis les protéines, ce qui leur donne leur forme, c'est une succession de 20 types différents de monomères. Et donc il ne peut pas y avoir une correspondance univoque entre chacun des résidus de l'ADN ou de l'ARN et chacun des acides aminés, des résidus des protéines. Et donc il faut qu'il y ait une façon de coder cette information. Ce qui détermine la succession des acides aminés d'une protéine, ce sont des triplets de nucléotides. Et en fait, si vous avez une succession de 3 nucléotides, vous avez 4 possibilités pour le premier, 4 possibilités pour le deuxième, donc vous avez 16 possibilités quand vous en mettez 2 à la queue leu-leu, et vous avez 64 possibilités quand vous en mettez un troisième. Donc si on avait des 10 nucléotides, on ne pourrait pas inclure l'information. Alors on va faire un autre exercice. On a 26 lettres dans l'alphabet. Si je sélectionne aléatoirement 2 lettres et je les mets côte à côte, combien de possibilités j'aurai? J'aurai 26 possibilités pour le premier et 26 possibilités pour le second. Mais imaginons, faisons l'exercice, une expérience de l'esprit, qu'on les choisit aléatoirement. On joue au Scrabble et on tire des lettres. Alors au Scrabble, chacune a des probabilités différentes. Imaginons un Scrabble où on est les 26 lettres qui soient là, on a un grand sac avec plein de lettres et on a chacune des 26 lettres qui est présente avec la même fréquence. Okay, on a plein de A, plein de B, plein de C, plein de W, plein de Y, etc. Et donc on pique des lettres comme ça, on en prend une, on a 26 possibilités. On prend une deuxième, on la met derrière. On ne se permet pas de les changer, on les met vraiment dans l'ordre. Donc on a 26 possibilités pour le premier, fois 26 possibilités pour le premier, parce que si le premier est un C par exemple, je peux avoir CA, CB, CC, CT, etc. Donc j'ai 26 possibilités comme seconde lettre avec le C, mais j'ai aussi 26 possibilités avec le A, avec le B, avec le T, avec le W, etc. Et donc j'ai 26 fois 26 possibilités si j'ai un alphabet de 26 lettres. Si je prends maintenant une troisième lettre, j'ai 26 fois 26 fois 26. Okay. Maintenant, si j'ai un alphabet de 4 lettres, comme c'est le cas de l'ADN, si j'en accole 2, j'ai 4 fois 4 possibilités, ça fait 16. Si j'en accole 3, j'ai 4 fois 4 fois 4, ça fait 64. Et donc, si je veux transcoder une information qui réside dans un alphabet à 4 lettres vers un alphabet à 20 lettres, avec des successions de 2 lettres, je n'y arrive pas parce que je n'ai que 16 possibilités, il m'en faut 20. J'ai un autre problème, c'est qu'avec des successions de 3 lettres, j'ai trop d'informations, puisque j'ai 64 possibilités là où il m'en faut 20. L'ARN va servir de modèle à synthétiser une protéine, et il sert de modèle avec chaque fois un triplet de nucléotides qui va déterminer, c'est ce qu'on va appeler un codon, l'acide aminé particulier qui va être polymérisé à cet endroit-là, et puis le ribosome, qui est la machine enzymatique qui synthétise les protéines, va passer au triplet suivant, et si on a ACG, il y aura un acide aminé particulier qui va être mis derrière, et ceci c'est le code. Donc ici, on peut lire ceci, AUG, je vais dire que j'ai d'abord un A, et puis un U, et donc j'ai AU, ça va être ici, et puis j'ai un G, donc ça va faire une méthionine. Le AUG va me donner une méthionine, toujours. Ensuite, le ACG, je prends le A, le C, et donc là, j'ai 4 fois des tréonines. Le fait que la troisième lettre soit un G, un A, un C ou un U ne change pas, mais en tout cas, j'aurai une tréonine. A, C, G, je vais avoir une tréonine. Ensuite, j'ai GAG, donc j'ai un G, donc ça c'est toujours la première lettre. La seconde est un A, donc je suis dans cette case-là, et la troisième est un G, donc c'est de la glutamine. Et donc chaque fois, quand je connais la succession de 3 nucléotides, je peux déterminer de façon sûre quel est l'acide aminé qui va être produit ou qui va être incorporé dans la protéine qui est en train d'être synthétisée.
Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si j'ai une leucine dans ma protéine, je ne saurais pas si elle provient d'un CUU ou d'un CUC ou d'un CUA ou d'un CUG, voire d'un UUA ou d'un UUG. J'ai 6 façons différentes de coder. On va parler de codage ici, de code. Et ceci est le code du vivant ou le code moléculaire. Donc il y a 6 façons différentes de coder une leucine. Et ça, c'est représenté dans ce que vous voyez ici. Pour chacun des acides aminés, alanine, arginine, asparagine, cystéine, glutamine, etc. Pour chacun d'entre eux, vous voyez que certains, par exemple la méthionine, il n'y a qu'un seul triplet, un seul codon, on va appeler ça un codon, AUG, qui code pour la méthionine. Par contre, pour l'arginine, il y en a 6. Pour la leucine, il y en a 6. Pour la sérine, il y en a 6. Et on appelle ça la dégénérescence du code. Qui c'est qui choisit ce système? Ah, alors, le système, dans quel sens? Le vocabulaire? Oui. Le vocabulaire ou la correspondance entre les triplets et les acides aminés? Les deux. Ah, ok, non. Oui, ok. Alors, cette correspondance-là, qui l'a choisie? Ça s'est passé assez tôt dans les origines. Donc, c'est au moment des origines de la vie. Ce qu'on pense, c'est que, mais ça demanderait un cycle entier de travailler sur les origines de la vie, mais ce qu'on pense, c'est que, au départ, la molécule qui était la première molécule qui avait la capacité de se répliquer, c'était de l'ARN. On était dans un monde d'ARN. Et au début, il n'y avait pas spécialement de protéines. Et puis certains de ces ARN ont acquis la capacité à catalyser l'assemblage de peptides, de petites protéines. Et le code est complètement arbitraire en fait. Il n'est pas optimisé fonctionnellement, il est arbitraire, mais il y a une chose qui est assez intéressante, enfin qui est vraiment très intéressante, c'est que ce code-là, il est le même pour tous les organismes qu'on connaît. Avec quelques toutes petites exceptions. Dans certaines bactéries, il y a eu des mutations qui font qu'il y a un codon qui code pour autre chose, mais c'est extrêmement exceptionnel. En gros, que ce soit des bactéries, ou des plantes, ou des mammifères, des animaux, des champignons, etc., le code est le même. Les premières réalisations en biotechnologie, en 1983, ça a été qu'on a pris la séquence de l'ADN humain qui code pour l'insuline, on l'a mis dans une bactérie, on a vu que ça forme une protéine qui a les propriétés de l'insuline humaine. On a constaté cependant qu'il y avait des petites différences dans la manière dont la conformation se met en place, dans l'enroulement, le reploiement de la protéine, parce que les cellules bactériennes ne sont pas tout à fait identiques aux cellules eucaryotes. Et donc, ce qu'on a fait ensuite, c'est justement d'un petit peu optimiser. On a dû faire quelques ajustements, mais en gros, quand même, cela fonctionne. On peut produire de l'insuline humaine dans des bactéries. Le code est le même. Et le code est arbitraire, ça c'est une chose, mais aussi, cette redondance, elle a une conséquence. Elle a une conséquence en termes d'information, c'est que de façon univoque, je peux aller de l'ADN vers les protéines, mais si j'ai une arginine, je ne saurais pas d'où elle vient. Et donc c'est ça qui amène Francis Crick à formuler son dogme, ce qu'il appelle le dogme central. Donc, comme je vous l'avais dit il y a 3 ans, mais je vais le redire pour les gens qui n'étaient pas là, une première chose, prolégomène, c'est que le dogme central de Francis Crick n'est pas un dogme. Ce n'est pas un dogme, c'est une théorie scientifique. Donc, parce que Momo, donc chaque fois qu'on parle du dogme, il dit mais il faut casser les dogmes. Effectivement, le dogme n'est pas admis en science. Il n'y a absolument aucun dogme qui serait admis en science. Et Crick a utilisé ce mot-là de façon un peu provocatrice pour dire c'est pas demain la veille qu'on va infirmer ce que je vais vous dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès le moment où on prononce un dogme, il y a tout un très grand enthousiasme des biologistes et des scientifiques à essayer de le casser, puisque les scientifiques, dès qu'ils voient un dogme, ils veulent le casser. Et il y a eu plusieurs moments dans l'histoire de la biologie où des biologistes ont publié des articles en disant « Tiens, voilà, on a trouvé une exception au dogme central. » Alors, je vais vous dire le dogme central et je vais vous dire pourquoi il n'a pas été jusqu'ici, il ne vacille pas du tout. Le dogme central tel que Crick l'a exprimé, et ça vaut vraiment la peine de le lire, en 1958, le dogme central stipule qu'une fois que l'information, donc vous voyez, il utilise le mot information, c'est pour ça que je voulais savoir, Anne, si tu parlais du vocabulaire, le vocabulaire est intéressant aussi. L'information, le code, l'ARN, on va le qualifier de messager. Donc il y a tout un vocabulaire qui est utilisé,
qui sont toutes des analogies, en fait, des métaphores, où on parle de molécules, en fait. On parle de molécules avec des liens moléculaires, avec des interactions chimiques et tout, mais on colle sur ce qui se passe un vocabulaire qui correspond, en fait, à quelque chose qui préoccupait beaucoup l'ensemble de la société à cette époque-là. C'était après la guerre qu'on a découvert tous ces mécanismes, et où la cryptographie, où il y avait tout un travail assez important de cryptographie qui avait été mis en place, notamment en Angleterre, et donc où notamment des mathématiciens avaient été vraiment recrutés pour décrypter les messages encryptés qu'on réussissait à capter des Allemands, etc. Pardon ? Casser les codes. Pour casser les codes, voilà. Et donc pour casser les codes, exactement, pour casser les codes. Et donc ça a influencé en fait la terminologie utilisée par les biologistes au moment où ils se sont retrouvés confrontés à ce problème-là. Et donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à parler d'information, de messagers, de code, etc. Et le terme de dégénérescence, tout à l'heure ? La dégénérescence du code, oui, alors effectivement il est curieux parce que je ne sais pas s'il est très approprié, ça mériterait, parce que dégénérescence ça veut dire qu'on a perdu son genre. Et ici, je ne pense pas qu'il y ait eu initialement un code où il y avait une correspondance biunivoque entre l'ADN et les protéines. Donc effectivement, ça mérite d'être revu. Ce mot-là, il est un petit peu inapproprié. Alors, attaquons-le, ce dogme central. Enfin, attaquons-le. Attaquons sa lecture, parce que pour moi, il est inattaquable. Le dogme central stipule qu'une fois que l'information est passée dans les protéines, elle ne peut pas en ressortir. Plus précisément, et le plus précisément est extrêmement important, le transfert d'informations serait possible d'acide nucléique à acide nucléique. Alors ça, on sait déjà que ça se passe, puisque je vous ai dit que l'ADN sert de modèle à sa propre à la réplication. À partir d'une chaîne d'ADN, on fait deux chaînes, enfin à partir d'une molécule d'ADN, on fait deux molécules d'ADN. Donc l'ADN sert de modèle pour faire de l'ADN. C'est un acide nucléique qui sert de modèle pour faire de l'acide nucléique. On a aussi la transcription, c'est-à-dire que l'ADN sert de modèle pour faire de l'acide ribonucléique. Donc ça, c'est deux acides nucléiques de types différents, mais l'un sert de modèle à l'autre. Mais donc, remarquez bien, il dit un acide nucléique à acide nucléique. C'est-à-dire qu'il n'exclut pas a priori la possibilité que l'ARN serve à faire de l'ADN dans la phrase. Ou d'acide nucléique à protéinique. Et donc ça, c'est ce qui avait été démontré, c'est que l'ARN sert de modèle à faire des protéines. Donc c'est l'acide nucléique qui sert de modèle. L'information qu'il y a dans l'acide nucléique passe dans la protéine. Mais, dit-il, le transfert de protéine à protéine ou de protéine à acide nucléique est impossible. Et alors il prend la peine de préciser, information signifie ici la détermination précise de la séquence, soit des bases dans l'acide nucléique, soit des résidus aminoacides dans la protéine. Et ça, c'est extrêmement important, parce que les moments où on a publié des articles en disant « Ah, le dogme central a été évincé », c'est quand on a découvert qu'il existait des virus dont l'information héréditaire était dans l'ARN, des virus à ARN, et que ces virus, quand ils entrent dans la cellule, leur ARN est transcrit, et il produit une protéine qui est une transcriptase reverse, c'est-à-dire c'est une protéine qui synthétise de l'ADN à partir de l'ARN. Donc ce virus vient avec sa propre machinerie enzymatique qui lui permet, donc son information, il se transmet de cellule à cellule sous forme d'ARN, mais dans son ARN, il a de quoi, ensuite, une fois qu'il est dans la cellule, se transformer en ADN qui est beaucoup plus stable. Et ces virus-là, vous en connaissez en tout cas un, c'est le virus du sida, c'est le virus de l'immunodéficience humaine acquise. Donc c'est un virus à ARN. Et donc on a découvert dans les années 70 qu'il existait des virus à ARN. À l'époque, ce n'était pas le sida, il a émergé plus tard, mais il y avait d'autres virus à ARN. Et donc à ce moment-là, on a dit « Ah, le dogme central a été cassé » puisque... Alors Francis Crick avait aussi fait une formule un peu compacte qui était « DNA makes RNA makes protein ». Et donc cette formule-là, en fait, c'est une formule qui en anglais est syntactiquement incorrecte puisqu'il y a deux verbes « makes ». Donc la phrase est ici. DNA makes RNA makes protein. L'ADN fait l'ARN. Alors la vraie phrase c'est l'ADN fait l'ARN fait les protéines. Et donc la phrase, elle est choquante, et elle est intentionnellement choquante. On peut la lire de plusieurs façons, elle est extrêmement élégante une fois de plus. On peut dire l'ARN fait de l'ARN, l'ADN fait de l'ARN et l'ARN
fait des protéines, mais on pourrait dire aussi c'est l'ADN qui fait que l'ARN fait des protéines, ou bien c'est le fait que l'ADN fait de l'ARN qui fait les protéines. Vous mettez les parenthèses où vous voulez. Hein. Mais cette phrase-là, c'est ce que les gens ont retenu. Ils n'ont pas retenu ceci. Or, c'est le seul endroit de son article où il parle de dogme central. C'est ces deux phrases-là, trois phrases-là. Et donc, ces phrases-là, en fait, pour moi, le dogme central, il est toujours correct. Et en 70, en fait, Crick a écrit un article dans Nature Central Dogma of Molecular Biology, en 1970. Donc, le premier article sur le dogme central, c'était 58. Et donc, il sent le besoin, 12 ans plus tard, d'écrire un article pour mettre les choses au point. Et il dit, arrêtez de me casser les pieds en disant que le dogme central a été en fait contredit. Il n'a pas été contredit. Lisez mon article. Ce que j'ai dit, a priori, tous les transferts possibles, ce serait ceci. De l'ADN à la protéine à l'ARN, de l'ARN à la protéine, dans les deux sens. Et puis, chacun pourrait servir de modèle à soi-même. Dans ce graphique-ci, ce qu'on voit, c'est la situation telle qu'elle apparaissait en 58, et on savait que l'ADN servait de modèle pour la réplication à de l'ADN, l'ADN servait de modèle ARN pour la transcription, et on pensait à l'époque que l'ARN servait de modèle pour faire de l'ARN. Mais les autres chemins possibles étaient que l'ARN puisse servir à faire de l'ADN, et je ne l'ai pas exclu dans mon dogme central, si vous lisez la phrase effectivement, et on ne pouvait pas non plus exclure la possibilité que de l'ADN serve directement de modèle à la protéine, sans passer par un intermédiaire, par ce fameux messager, l'ARN messager. Et de fait, ça c'est la situation en 70, où on a, alors je ne comprends pas pourquoi il n'a pas mis en très plein ceci, parce que l'ARN, on a montré maintenant qu'il faisait de l'ADN, dans certaines circonstances. Ah oui, si, c'est parce que les flèches pointillées représentent autre chose ici. Donc il le dit, ici les flèches pointillées représentent ce qui était vraisemblable. Ici il dit que les flèches pleines représentent les transferts majeurs et les autres des transferts qui sont soit spécifiques, soit possibles, mais qu'on n'a pas observé. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas observé le mécanisme qui permet de faire des protéines directement à partir de l'ADN. On n'en connaît pas. Il n'y a pas spécialement de raison qu'on en découvre un jour. Hein. Alors, mais qu'est-ce qu'elles font ces protéines? Ben, ici, je vais vous montrer l'exemple justement du bêta-gal. Donc vous avez ici cette protéine qu'on a vue tout à l'heure. Ben, sa fonction, c'est que le sucre qu'on appelle lactose et qu'on trouve dans le lait, comme son nom l'indique, et donc qui est consommé par les humains, et puis ben, comme on a dans notre masse, fécale, enfin dans l'intestin en fait, à peu près la moitié de la masse qu'il y a dans l'intestin, c'est des bactéries, et notre meilleur ami de la bactérie est Escherichia coli, puisque c'est elle qui est l'hôte principal de notre intestin, elle nous aide à digérer. Ben, les bactéries Escherichia coli sont capables de digérer le lait, et le lactose en particulier, et elles ont donc cette protéine, la bêta-galactosidase, qui va couper le lactose en deux, et ça va libérer d'une part un galactose. Donc cette moitié-là du lactose, c'est un galactose, et l'autre moitié, c'est un glucose. Et puis on a deux molécules qui sont plus petites et qui vont être digérées par d'autres enzymes. Donc ça, c'est une enzyme. Deuxième protéine ici, le transporteur, donc c'est un autre type de protéine, qui lui, c'est des protéines qui vont se ficher dans la membrane de la bactérie. Le transporteur, c'est un transporteur très très spécifique. En fait, vous voyez, ici, c'est une protéine qui est formée d'hélices. Et ces hélices-là forment une sorte de petit cylindre. Et ce cylindre-là, il a une particularité, c'est que tous les acides aminés qui sont à l'extérieur, ils sont hydrophiles. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne affinité pour les lipides, pour les graisses, et en particulier pour les membranes lipidiques. Donc la membrane qui entoure la cellule, c'est des lipides. Et donc cette protéine-là, elle va toujours aller se mettre à l'intérieur de la membrane. Et elle traverse la membrane. Et donc elle fait un petit canal. Mais ce canal, il a une forme tellement spécifique qu'il ne laisse passer qu'un certain type de molécules, et c'est le lactose. Il laisse passer spécifiquement le lactose. Il y a d'autres protéines qui permettent de faire passer d'autres sucres ou de faire passer des acides aminés. Et donc dans un génome de bactéries, il y a des tas de transporteurs, il y a des centaines de transporteurs, il y a des centaines d'enzymes, il y a un millier d'enzymes dans le génome de Escherichia coli, il y a des dizaines de transporteurs. Et donc chaque protéine a une fonction très très particulière, très spécifique. Alors comment on orchestre tout ça? Ben, c'est la régulation transcriptionnelle. Mais là, je vois qu'il est déjà 20h30 et donc je vais plutôt m'arrêter ici et je vous parlerai de l'adaptation et de la différenciation la fois prochaine parce que j'ai passé plus de temps que prévu sur le cœur de l'information. Je voudrais poser une question. Oui. Dans
les maladies ou les choses importantes sont transmises par la mère. Et ça peut pas passer, il paraît, enfin c'est ce que m'avait dit justement mon genre. On en a parlé hier justement. Que ma fille a une espèce de maladie qu'on a nulle part, dans aucune des deux familles, ni le père ni la mère, mais il me disait, si tu veux, d'autres gens, que ça pouvait revenir sur 20 ou 30 générations. Oui, c'est ce qu'on appelle l'atavisme. Donc effectivement, il y a des caractéristiques qui peuvent sauter plusieurs générations et puis ressurgir après 2, 3 ou plus de générations. Alors généralement, soit ça pourrait être une question simplement, dans ce cas-là, si la maladie, elle se trouve chez certains enfants, donc on peut faire le suivi effectivement d'un trait au sein des familles. Ça se fait énormément en médecine pour toutes les maladies génétiques. Et il y a d'une part certains traits qui sont dominants, c'est-à-dire que là c'est facile de les suivre parce que si on a une seule copie du gène qui est associé à la maladie, oui justement, mais dans ton cas c'est récessif. Donc il y a d'une part des traits qui sont dominants, ceux-là sont très faciles à suivre parce que forcément chacune des personnes qui le portent manifeste la maladie, ou le phénotype, ça peut être un phénotype qui n'est pas forcément une maladie, mais dans le cas de maladie, oui. Et donc on voit tout de suite le lignage. Et puis il y a des maladies qui sont récessives, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on hérite de nos parents de 2 copies de chaque chromosome. Et certaines des protéines, dans certains cas, la protéine qui est mutante, elle a une conformation qui fait qu'elle n'est pas fonctionnelle, mais l'autre protéine suffit à assurer la fonction. Et dans ce cas-là, la maladie, elle est somme toute, elle ne se manifeste pas, puisque tant qu'on a une des 2 copies qui fonctionne, la fonction est remplie. Et c'est pour ça, par exemple, que le daltonisme, certains types de daltonisme sont beaucoup plus fréquents chez les hommes que chez les femmes, parce que les photorécepteurs rouges et verts sont sur le chromosome X. Et donc une femme, elle aura 2 chromosomes X, et il suffit qu'il y en ait un des 2 qui soit fonctionnel pour qu'elle ait certains récepteurs qui expriment, certaines cellules qui expriment le photorécepteur rouge ou vert du bon chromosome X. Et même s'il y en a un qui n'est pas fonctionnel, l'autre compense. Par contre, chez les hommes, comme ils n'ont qu'un seul chromosome X, s'il y a une mutation qui fait que sur leur chromosome X, le photorécepteur vert ou rouge ne fonctionne pas, ils ne vont pas percevoir la distinction entre le vert et le rouge, ils ne vont pas percevoir ces couleurs-là. Et donc, il en va sans doute de même pour cette maladie-là. Et ce qui s'est passé, c'est que par chance, dans les générations précédentes, chaque fois, les individus qui avaient le gène déficient avaient une autre copie qui compensait parce qu'elle n'était pas déficiente. Et puis, il y a un moment où sans doute, si c'est l'explication la plus simple, dans ce cas-là, ce serait qu'à un moment, par le hasard des mariages, en fait, ou en tout cas des unions, merci, par le hasard des unions, il y ait 2 parents qui étaient chacun porteurs d'une copie mutante du gène et que cet enfant-là héritait de la copie déficiente à la fois de ses 2 parents. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait aucune raison pour que d'une part dans l'une des familles auparavant et dans l'autre des familles d'autre part la maladie se manifeste parce que il y avait une copie qui se transmettait de génération en génération mais qui était toujours compensée par la copie fonctionnelle. Voilà. Je croyais que c'était pas possible. Si c'est possible. Si c'est possible. Oui, non, mais c'est intéressant à savoir. Oui. C'est vraiment une de néophyte. J'aimerais mieux comprendre la notion d'information. Oui. C'est comme l'expression, une fois que l'information est passée dans la... Ah oui, ok. Oui. Ici, ce qu'il appelle information, il le dit, c'est la succession particulière. Donc ici, information signifie ici la détermination précise de la séquence, soit les bases dans l'acide nucléique, soit les résidus amino-acides dans la protéine. Donc, en gros, l'information, enfin même précisément l'information ici, c'est la succession des lettres qu'il y a pour les acides nucléiques, la succession des nucléotides pour les acides nucléiques, et pour les protéines, c'est la succession des acides aminés. Donc ce qu'il appelle Francis Crick, dans cet article de 1958, l'information, c'est ça. Maintenant, on peut regarder l'information aussi... On change d'échelle. Ouais. Parce que, apparemment, ça, c'est ce qui est fondamental pour ensuite comprendre l'information de manière plus générale. Et alors, qu'est-ce que ça devient, cette définition après ? Puisque tu es parti dans ta séquence d'aujourd'hui sur comment se transmet l'information, mais c'est à des échelles différentes. Oui, effectivement. Alors, l'information, effectivement, je vais faire un petit schéma, parce que je l'avais préparé, mais j'ai perdu la diapo.
Mais il y a deux flux qu'il faut suivre. Et je pense que c'est assez intéressant de séparer ces deux choses-là. C'est d'une part l'information, le flux d'information, et d'autre part le flux métabolique, le métabolisme. Alors, l'information, on a des molécules d'ADN qui sont cette double hélice et où l'information réside dans la façon dont ces nucléotides, qu'on peut représenter par des couleurs ici, se succèdent. Alors, il me manque une quatrième couleur pour faire le ACGT. Moi, je vais mettre du vert ici et puis on va avoir des successions comme ça de nucléotides. Donc, l'information, elle est là-dedans. Mais cette information, jusqu'ici, elle ne sert à rien en fait. Tant qu'elle ne fait que se transmettre de génération en génération, ça veut dire qu'on peut transmettre une structure particulière, une séquence particulière, un assemblage particulier de monomères en un polymère, mais ce n'est pas informatif. Là, c'est juste de la donnée, on pourrait dire, pour parler en termes modernes. Ici, c'est des données, et on n'a pas d'information. Le moment où ça devient informatif, à mon avis, c'est vraiment au moment où, à partir de cet ADN, en passant par cet intermédiaire qui est l'ARN, qui est là pour des raisons sans doute historiques qui remontent à 3,8 milliards d'années, parce que c'était le fondateur en fait. Initialement, on pense que l'ADN n'était pas là, que c'était l'ARN qui contenait l'information. Et que l'ADN est apparu beaucoup plus tard dans l'évolution, parce que c'est une forme beaucoup plus stable de l'ARN, et donc aujourd'hui c'est celui-là qui s'est maintenu, mais que c'est à partir de l'ARN initialement qu'on a synthétisé l'ADN. Donc aux origines de la vie, il y avait de l'ARN. Et cet ARN, il avait deux propriétés. Donc il y a une très bonne discussion de ça dans un livre de Maynard Smith qui s'appelle Les origines du vivant, et où il discute justement de ces deux rôles. Donc l'ARN, dans le monde initial où il y avait de l'ARN, c'est une molécule qui peut s'assembler, qui peut être obtenue par assemblage de monomères, des nucléotides, et qui a une propriété particulière, c'est qu'on a démontré dans les années 70 aussi que certains ARN avaient une propriété catalytique. Et donc ils ont à la fois deux fonctions, c'est qu'ils peuvent se reployer d'une façon tout à fait spécifique et adopter eux-mêmes une forme, ce qui n'est pas le cas de l'ADN. L'ADN a une forme monotone en fait, il fait cette double hélice, et puis c'est pas très intéressant. Il y a des ARN qui forment qui forment des structures tridimensionnelles extrêmement complexes, notamment dans les ribosomes. Une grosse partie des ribosomes, c'est de l'ARN qui donne vraiment sa structure au ribosome. Et donc cet ARN a deux fonctions, c'est que d'une part, il a deux capacités, c'est que d'une part, il peut servir de modèle, mais de nouveau ici on n'est pas dans l'information, il peut servir de modèle pour reproduire la même donnée, et d'autre part, il peut adopter une conformation tridimensionnelle parce qu'il peut y avoir des appariements entre certaines paires de bases. Par exemple, si ici j'ai un A et ici j'ai un U, il se peut que ces deux choses-là se mettent ensemble. Oui, je ne suis pas sur mon ADN. Donc ici j'ai un A, ici j'ai un U. Le A et le U peuvent former des ponts hydrogène. Et donc je peux avoir parfois dans ma chaîne des paires de bases qui sont distantes, mais pour une raison ou une autre. Ici j'ai une succession de lettres A, U, G, C. Et puis là je vais avoir un G, un C, un A et un U. Et donc comme ça va être complémentaire, ça va avoir tendance à se coller ensemble. Et on a des ARN, notamment les ARN de transfert, qui ont exactement ce type de structure-là. C'est-à-dire qu'ils adoptent des formes particulières du fait de la succession particulière des résidus dans le polymère. Et dès le moment où ils adoptent ces formes-là, de la même manière que pour les protéines, mais d'une façon plus rudimentaire, leur permettent éventuellement de catalyser certaines réactions. Et notamment, certains de ces ARN, on pense qu'à un moment, ils ont eu la possibilité de catalyser leur propre synthèse. C'est ce qu'on appelait les premiers réplicateurs. Alors là, je remonte à des théories extrêmement spéculatives sur les origines, mais ça nous montre justement le double rôle de cette molécule d'ARN qui est à la fois capable de se reproduire, donc c'est un réplicateur, et capable d'adopter une forme qui, là, va être informative au sens où elle va pouvoir catalyser une réaction. Et donc c'est là qu'on a quelque chose en plus de la donnée brute. Je pense que... En tout cas, je trouve que c'est une des belles discussions qu'il y a dans ce livre de Maynard Smith. Et par ailleurs, ultérieurement,
Maynard Smith et les gens qui travaillent sur les origines, il y a des tas de biochimistes qui travaillent là-dessus, qui essaient de reproduire les conditions initiales qu'on trouvait sur la Terre il y a 3 milliards d'années. Ultérieurement, est apparue, sans doute, cette association entre, d'une part, des triplets, cette capacité de l'ARN à servir de modèle pour synthétiser des protéines, comme des chapelets d'acides aminés qui peuvent éventuellement former des structures comme des hélices. Et là aussi, c'est l'information, elle réside dans la forme. Et quand on dit la forme, c'est la forme tridimensionnelle, plus les propriétés particulières électrochimiques à la surface de cette protéine qui font que certaines protéines vont être hydrophiles, et donc elles vont avoir tendance à se ficher dans les membranes, d'autres vont être hydrophobes à l'extérieur, et donc elles vont rester plutôt dans le cytoplasme, dans du liquide. Donc les propriétés proviennent de là. Donc on pense que l'information, elle est là-dedans, effectivement. Elle est dans le moment où cette donnée fait qu'on a des molécules qui ont des formes différentes et des propriétés biochimiques différentes. Je pense que c'est correct. Mais j'ai ici... Oui. Oui. Et le métabolisme? Ah oui, le métabolisme, merci, effectivement. Donc, le métabolisme, et ça, je vais peut-être vous faire le métabolisme, alors, dans le livre, je reviens de nouveau à ce livre de Maynard Smith dont le début est extrêmement intéressant. Bon, après, il part un peu sur des théories sociobiologistes avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord dans les derniers chapitres, mais le début est extrêmement intéressant. Et notamment, il pose la question, qu'est-ce que le vivant? Comment on définit le vivant? Donc, il repose la question de Schrödinger, mais il écrit ce livre en 97, donc quand même un demi-siècle plus tard. Et il dit aujourd'hui, comment on définit le vivant? Et une chose qui est particulière, c'est que si vous demandez à 2 biologistes de définir le vivant, ou à 10, en fait, et on peut faire l'expérience, et moi je l'ai fait souvent, il n'y en a pas 2 qui vont le définir de la même manière. C'est extrêmement difficile si on demande à un biologiste, je peux prendre un biologiste dans la salle, ici, Jacques Pradel, comment on définit le vivant? Par la capacité de délivrer de l'information sous forme multiple. Voilà, donc ça c'est une définition, effectivement, qui est basée sur ce schéma-ci. Et alors, donc, dans son livre, Maynard Smith, il y a une discussion extrêmement intéressante où il dit, effectivement, on peut dire ça, mais alors, un programme informatique, est-ce qu'il est vivant? Non, il n'est pas vivant. Alors, est-ce que le vivant... Alors, il pose une autre question. Il dit, imaginons qu'on débarque sur une planète inconnue, et puis on voit une machine qui est dotée de capacité de se mouvoir, il y a des pattes, enfin, on voit une machine métallique, mais qui est douée du mouvement, qui a des antennes, donc elle est capable de percevoir ce qu'il y a autour d'elle, elle a un écran, donc elle est capable de donner des signaux à l'extérieur, etc. Est-ce qu'on va considérer que c'est du vivant ou pas? On va dire non, là, elle a l'air d'avoir été conçue pour un usage, et donc on distingue ça. Mais après, il pose des questions et il va de plus en plus loin en trouvant chaque fois des cas limites, et où on dit, ceci, si je prends la définition du vivant qui est donnée par un tel, alors cette chose-là est du vivant, pourtant nous savons que ce n'est pas du vivant, c'est tout à fait évident pour nous. Alors il dit, une autre propriété, c'est le métabolisme. Et tous les êtres vivants, en fait, ont cette propriété de métaboliser, c'est-à-dire qu'ils consomment des substrats qui proviennent de leur milieu extérieur, ils les transforment et ils rejettent des déchets. Alors il dit, si on prend uniquement cette définition métabolique comme la définition du vivant, alors on peut dire que le feu est vivant, parce que le feu, il consomme de l'oxygène, il transforme des molécules et puis il rejette, il ne consomme pas seulement de l'oxygène, il consomme des matières carbonées, de l'oxygène et il rejette du CO2. Donc on pourrait dire, si on se limite à cette définition métabolique, au sens large, métabolique, alors le feu est du vivant. Et donc en fait, à la fin de ce chapitre-là, ce qu'il dit, c'est que si on veut définir le vivant, on le définit toujours par un mélange de ces choses-là. Après, il élabore encore. Et c'est intéressant parce que si vous demandez à des biologistes de définir le vivant, on voit tout de suite les généticiens. Les généticiens vont définir le vivant de ce côté-là. Les biochimistes vont le définir de ce côté-là. Moi, je suis généticien de formation. Aussi. Oui. Si on revient sur la question de l'information et à la phrase que tu donnais de Crick, la nature de l'information qui est portée par les acides nucléiques et puis celle qui est portée par les protéines et la nature qui est portée par les protéines sont 2 natures très différentes l'une de l'autre. Oui. Les acides nucléiques
la fonction majeure, en tout cas, exclusive pour ce qui est de l'ADN et majeure pour ce qui est de l'ARN, c'est de reproduire une information identique à soi. Oui. Alors que la protéine, c'est pas du tout ça. Elle délivre une fonction. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, la protéine, c'est elle qui, dans la plupart des cas, délivre la fonction. Alors, il y a aujourd'hui une emphase assez importante aussi sur le rôle de l'ARN, parce qu'effectivement, tous les gènes ne codent pas pour des protéines, mais essentiellement, on peut dire qu'une partie. Donc, il y a des ARN qui ont aussi une fonction de par leur forme, notamment les ARN de transfert, les ARN d'interférence, les petits ARN d'interférence qui sont des régulateurs. On en parlera la fois prochaine de la régulation. Mais ce qui est clair, c'est que la fonction des protéines, les protéines ont cette particularité d'être les principaux, voilà, on peut le dire, hein, vraiment, à la fois du point de vue de la quantité et du point de vue de la diversité, c'est les principaux effecteurs cellulaires. Et c'est là qu'ils jouent un rôle dans le métabolisme, notamment parce que les protéines ont cette capacité de catalyse, donc c'est-à-dire qu'une protéine va avoir une forme particulière et en fonction de cette forme, il va y avoir d'abord toute une série. Chez coli, il y a 4200 protéines dans le génome de coli. Et chez Escherichia coli, une bactérie, il y a 4000 gènes qui codent pour des protéines. Coli est capable de faire 4000 protéines différentes et chacune de ces protéines a une fonction déterminée. Et si on supprime cette protéine, généralement, on a un phénotype, c'est-à-dire que la bactérie va survivre, souvent elle va survivre, mais elle aura un problème dans certains cas particuliers. Elle aura certains problèmes particuliers. Et donc, moi, je peux vous montrer peut-être ici. Voilà, le métabolisme. Donc ici, vous avez un schéma qui représente une voie métabolique où on a une succession d'étapes. Donc ça, c'est toutes des petites molécules. Je vous ai montré le lactose. Ici, c'est des molécules différentes, mais qui sont de la même taille que le lactose à peu près. Donc c'est des petites molécules qui sont constituées d'une trentaine d'atomes particuliers. Et on a des réactions qui font qu'à partir de l'aspartate, on va lui ajouter un groupe phosphate. On va faire de l'aspartylphosphate. Donc on a une succession de réactions. Et chacune de ces réactions, en fait, il y a une des protéines de la bactérie coli qui permet de catalyser cette réaction-là. Donc je vous ai parlé de la bêta-gale, la galactosidase, qui est cette protéine qu'on avait tournée dans l'espace et on a vu qu'il y avait une poche catalytique et cette poche catalytique, quand il y a une molécule de lactose qui arrive, elle est cassée en deux et ça donne un galactose plus un glucose. Eh bien, il y a chez coli 800 gènes qui codent pour des protéines et chacune de ces protéines catalyse une réaction particulière. Et ces réactions-là, dans le cas du lactose, c'est assez simple. On a une protéine, un gène, on a un gène qui code pour la bêta-gale et la protéine a une fonction, elle casse un sucre en deux. Maintenant, souvent, pour faire par exemple de la méthionine chez coli, il faut une succession de réactions. Et dans ce cas-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réactions pour faire de la méthionine et puis encore une huitième qui fait un dérivé de la méthionine qui s'appelle adénosylméthionine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une voie métabolique. C'est une succession de transformations où chaque fois on a une molécule à partir de laquelle on va lui adjoindre un petit bout, on va lui couper un autre petit bout et puis ça forme une autre molécule. On ajoute un groupe phosphate, ça va faire une molécule plus énergétique. Le fait qu'on ait ajouté cette énergie permet après de transformer cette molécule-là en un autre. On aura perdu un peu d'énergie, mais on lui aura ajouté, ça lui aura permis d'ajouter un groupe de carbone. Et progressivement, on va transformer une molécule qui est l'aspartate, qui est une des molécules essentielles à la vie, en une autre molécule qui est la méthionine, qui est une molécule essentielle à la vie. Et donc ça, c'est le métabolisme, c'est un exemple d'une voie métabolique où progressivement on construit une molécule à partir d'une autre. Et ce qui est très important, c'est que ce métabolisme-là, chez coli, en fait, il faut que toutes les 20 acides aminés qui interviennent dans la synthèse des protéines, la méthionine en est un, l'aspartate en est un autre, eh bien, tous ces acides aminés doivent être présents en permanence dans la cellule pour qu'elle puisse faire ses protéines. Et il y a une régulation, dont je vous parlerai la fois prochaine, très très précise, qui fait que dans une bactérie, en général, tous ces acides aminés sont présents et ils sont à une concentration qui permet en permanence de synthétiser les protéines. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir la fois prochaine. C'est les mécanismes de régulation extrêmement fines qui permettent à tout moment d'assurer ce métabolisme. Alors ça, c'est un exemple de fonction. Un autre exemple de fonction, c'est le transport. Et un troisième exemple de fonction qu'on va voir la semaine prochaine, c'est
enfin pas la semaine prochaine, c'est dans la séance prochaine et pas la semaine prochaine, c'est dans quelques semaines, mais c'est la régulation transcriptionnelle. Certaines protéines ont pour fonction de réguler l'activité d'autres protéines. C'est dingue, tout ça pour moins de 100 ans. Pardon ? Pour ça pour moins de 100 ans, c'est tellement super. Et tout ça, ça meurt quoi, au bout d'un moment. Ah, alors oui, tout ça meurt, oui. Non, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement fascinant, que tout ça fonctionne de manière aussi précise. Alors quand tu dis tout ça, ça meurt, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, les animaux, on meurt, effectivement. Hein. Maintenant, si tu penses à une bactérie, cette bactérie-là, les bactéries se divisent en fait. Donc tu as une cellule qui se divise en deux, puis qui se divise en deux, puis qui se divise en deux. Donc tu pourrais dire, mais finalement, si je regarde une bactérie d'aujourd'hui, elle n'est jamais morte. Et sa mère n'est pas morte non plus, sa mère s'est divisée en deux, et sa grand-mère ne s'est pas morte non plus, elle s'est divisée en deux. Donc tu pourrais dire que les bactéries d'aujourd'hui, elles ont... Enfin, ouais, alors... elles s'en fichent un peu, comme tu dis, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de conscience. Hein. Et bon. Ce qui est intéressant aussi avec les bactéries, hein, pour les ordres de grandeur, c'est que... Ouais, c'est extraordinaire, comme tu dis. Et alors ça, c'est des bactéries. Donc une bactérie, elle a cette capacité à s'adapter à des changements de son milieu. Mais si on pense au système nerveux, à des organismes comme toi et moi, tu vois, ben, le fait que le système nerveux se met en place pendant le développement et qu'il y a toutes les connexions qui se font, de telle sorte qu'il y a un cerveau, qu'il y a aussi au cours du développement les yeux qui se développent et qu'il y a des connexions entre la rétine et certaines parties particulières du cortex avec une projection qui fait qu'on peut percevoir des objets à distance. Je perçois qu'il y a un monsieur là-bas, par exemple. Hein, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et le fait qu'on puisse aussi décider de bouger un doigt, par exemple. Je vais faire un truc formidable, regardez, je vais bouger ce doigt-là, l'index. Et ça, c'est absolument formidable, et vous êtes tous capables de le faire. Hein. Mais le fait que tout ça se soit mis en place au cours de l'évolution, hein, et que ce soit mis en place, en fait, par ce mécanisme-là, donc on revient à... comment ça marche, mais comment ça s'est mis en place, on revient à la question de l'évolution, elle est partout en fait. Vous voyez, pour expliquer la différence entre l'information et le métabolisme, finalement j'en suis revenu aux origines. Hein. L'évolution est partout. C'est-à-dire que l'évolution, la conscience de l'évolution et la connaissance de ce mécanisme, de cette théorie darwinienne de l'évolution, nous permet de comprendre le fonctionnement des êtres vivants. On le comprend mieux à la lueur de l'évolution. Donc Dobzhansky disait ça, il disait « toute la biologie ne s'interprète qu'à la lumière de la théorie de l'évolution ». Et je pense qu'il avait absolument raison. Mais comme tu dis, c'est fascinant. Et donc à propos du système nerveux, Francis Crick, le même Francis Crick, a écrit un livre qui s'appelle « The Astonishing Hypothesis », l'hypothèse époustouflante. Hein, et donc, pourquoi est-ce que... Et c'est quoi l'hypothèse époustouflante ? En fait, son hypothèse, c'est que... Enfin, son hypothèse et celle des scientifiques, c'est le cadre conceptuel dans lequel on travaille quand on fait de la science, c'est que toute cette complexité et cette adaptation extraordinaire des organismes à leur environnement, y compris donc d'une simple, entre guillemets, bactérie qui a quand même 4000 gènes et qui régule l'expression de chacun de ces gènes en fonction des variations de son milieu et qui se divise et qui a des formes de résistance au stress en sporulant, etc. Donc une simple bactérie a un être vivant qui a un développement, un système nerveux, une intelligence, une capacité d'écrire, de créer des machines comme celle-ci, etc. Donc tout ça, en fait, résulte de ce simple mécanisme d'évolution avec des mutations accidentelles qui préexistent à la sélection et de la sélection. Et donc ça, c'est l'hypothèse époustouflante que discute Crick dans son livre sur le système nerveux. En fait. Il faudrait pouvoir vivre 1000 ans. Quoi. Alors sur le fait qu'effectivement, c'est pas orienté. C'est pas orienté, d'une part, c'est pas orienté, les mutations ne sont pas orientées par l'effet qu'elles auront, mais là on pourrait même imaginer un mécanisme lamarckien, mais qui ne soit pas intentionnel, c'est-à-dire où, somme toute, il y aurait une sorte de mécanique qui fait que quand il y a un problème, quand l'organisme est confronté à un problème, ça va générer des solutions à ce problème-là. On n'en connaît pas des cas comme ça, mais surtout, donc effectivement, c'est que tout ça soit mis en place au fil de milliards d'années et de milliers, millions de générations, ça dépend quel type d'organisme on regarde, mais par cette simple dialectique entre des variations qui apparaissent de façon aléatoire et la sélection qui fait que quand certaines variations présentent un avantage, ça va favoriser pour les individus qui portent ces variations-là
ça va les favoriser, donc augmenter leur probabilité d'arriver à l'âge adulte ou de se sortir de situations difficiles ou de trouver de la nourriture en cas de disette ou d'échapper à des prédateurs ou de survivre à une maladie s'il y a une mutation qui fait que leur système immunitaire est un peu meilleur. Et donc l'accumulation de toutes ces petites choses-là où il y a chaque fois une variation accidentelle et puis dans certains cas ça confère un avantage et donc les individus qui ont cet avantage-là auront en général plus de chances de survivre et de transmettre cette mutation-là à leur descendance. Et c'est ce phénomène-là qui est à l'origine de la complexité du vivant aujourd'hui. Oui. Ce phénomène-là, vous avez une complexité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce qui est plus difficile, pour moi en tout cas d'imaginer, c'est l'apparition même de la vie en telle qu'elle, parce que sans vie, il n'y a pas de sélection, et donc il n'y a pas tout ce processus-là, et pourtant ça reste un élément, rien que vous l'avez dit, rien qu'une bactérie en elle-même, rien qu'une cellule, c'est une complexité énorme, et on peut pas, j'ai du mal à imaginer un processus de sélection qui ferait une sorte de goulot de hasard pour qu'on arrive à quelque chose qui a plus de gène. Voilà, oui, effectivement. Alors, donc ça, c'est donc la question des origines. On comprend bien comment une fois qu'un système existe, et ça on peut expérimenter, on peut l'observer dans la nature aussi, comment une fois qu'il y a un système d'une certaine complexité, la complexité peut augmenter, comment aussi cette succession de mutations et de sélections peut mener à une adaptation des espèces, aux modifications sur des aires géologiques de leur environnement. Hein. Quand la planète change, des espèces changent aussi. Donc ça on comprend bien, mais la question que vous posez, c'est effectivement, elle est vraiment encore beaucoup plus complexe, c'est celle des origines. C'est-à-dire qu'une fois que les systèmes complexes existent, et ne fût-ce qu'une bactérie est extrêmement complexe, on voit comment ils peuvent se reproduire, évoluer, mais comment est-ce que le vivant naît à partir du non-vivant, hein? Voilà. Et donc cette question-là des origines, bon, comme j'ai dit, ça mériterait un cycle entier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des travaux là-dessus. Il y a une bonne description de ça dans les 7 premiers chapitres du livre de Maynard Smith et donc les origines du vivant. Et c'est aussi bien décrit dans les premiers chapitres du livre Le gène égoïste de Richard Dawkins, qui date de 1986. Alors dans chacun de ces deux livres-là, il y a aussi des théories avec lesquelles je suis un peu plus critique. Donc je vous le signale tout simplement. Mais c'est des livres qui, dans les deux cas, présentent de façon très claire des scénarios pour les origines du vivant. Et dans les deux cas, donc, ils décrivent la même histoire. Hein, c'est celle sur laquelle les biochimistes et les biologistes travaillaient à l'époque et travaillent encore aujourd'hui. Ce qu'on pense, c'est que au départ, on parlait de la soupe moléculaire, par exemple. On disait, tiens, alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que certaines molécules, comme les acides aminés et les nucléotides, peuvent se former spontanément, et ils ont une certaine stabilité. Ce qu'on sait aussi, c'est que les nucléotides, ils ont cette capacité à s'auto-assembler, à s'assembler, à former des polymères, à former des chaînes, comme ça. Ça, c'est des réactions chimiques qui peuvent se passer assez spontanément. Alors, quand je dis spontanément, peut-être ça ne se passe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, de l'ARN, il n'y en a quasiment pas qui se baladent comme ça librement. Mais la raison pour laquelle il n'y a quasiment pas d'ARN, c'est que si je mets mes mains sur cette table, en fait, je dépose en même temps des RNases. J'ai partout, je sointe la RNase. Donc c'est des protéines qui digèrent l'ARN. C'est une espèce de Pac-Man moléculaire qui digère l'ARN. L'ARN est une molécule extrêmement peu stable et nous produisons des molécules qui digèrent l'ARN. Mais à l'époque, avant que n'existe le vivant, il n'y avait pas ces protéines-là. Et donc, on pense que l'ARN pouvait s'auto-assembler et faire des chaînes relativement longues. Sur les successions particulières de polymères qui se mettaient en place, la séquence de nucléotides qui se mettait en place, certaines sont un peu plus stables et d'autres pas. Par exemple, on sait bien que si on a des séquences qui sont très riches en A, ça va avoir une certaine stabilité. Des séquences qui sont très riches en G ou en C vont avoir des propriétés différentes. Donc, mais si on a des successions comme ça spécifiques, on sait que certaines de ces successions vont faire que l'ARN va se reployer sur lui-même, ne fût-ce que s'il y a des parties qui sont complémentaires l'une de l'autre. Et ça, une fois qu'elle se reploie, ça stabilise l'ARN. Il est beaucoup moins sensible à l'autodécomposition. Donc, dans cette soupe originelle, l'hypothèse que développe très bien Dawkins dans son livre, c'est que parmi ces molécules-là, certaines
avaient une stabilité plus grande que d'autres. Et donc, dès ce moment-là, pour lui, commence cette dialectique entre le hasard de l'assemblage et la sélection par la stabilité. Et puis, certaines de ces molécules ont acquis la capacité à servir de modèle pour l'assemblage d'une autre. C'est-à-dire que si à un moment, les deux brins de cette molécule, qui est un petit peu stable, puisqu'elle se reploie sur elle-même, si à un moment elle s'ouvre, d'autres nucléotides peuvent s'apparier simplement parce que les nucléotides A et T, ils vont avoir 3 ponts hydrogène, les CG vont avoir 2 ponts hydrogène, donc on va plus spontanément avoir tendance à s'apparier comme ça. Et donc cet ARN a une capacité à servir de modèle pour synthétiser à partir d'une molécule, deux molécules. Spontanément, mais ça se passe très très rarement, très lentement, beaucoup plus lentement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu que la synthèse d'ADN, il y a une énorme machinerie protéique qui catalyse ça. Donc à l'époque, ça se passait plus lentement. Mais par ailleurs, il n'y avait pas de protéines qui digèrent l'ARN dans le milieu, donc le fait que ça se passe lentement n'était pas un problème. Mais si, parmi cette population énorme de tous ces petits ARN qui avaient cette capacité à se reployer sur eux-mêmes et donc à acquérir une certaine stabilité, et qui avaient la capacité à servir de modèle pour faire un autre ARN, et qu'on appelle donc des réplicateurs, parmi eux, à chaque moment, si certains dans la population étaient un petit peu plus stables et ou un peu plus rapides à catalyser la synthèse d'une copie à partir d'eux-mêmes, eh bien ceux-là, ils font déjà l'objet d'une sélection. Et donc là, on commence à comprendre comment ce mécanisme formidable qui est imaginé par Darwin à une échelle complètement différente, puis il regarde des organismes qui existent déjà. Darwin se posait la question des origines, mais bon, dans son livre, il décrit ce qui se passe dans des populations de plantes, d'animaux, etc. Mais ce même mécanisme fonctionne aussi pour nous aider à comprendre ce qu'il est vraisemblable qu'il se soit passé au moment où on avait ces réplicateurs, les premiers réplicateurs. Et puis après, bon, il y a des tas d'autres étapes, mais je ne sais pas si ceci vous donne déjà un début d'idée. Alors sinon, je vous conseille, et dans tous les cas, pour la suite, ne manquez pas de lire la suite dans les 7 premiers chapitres de Maynard Smith, Les origines du vivant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La question me faisait penser au fait de est-ce que tout ça peut nous donner une appréhension de la mort différente? De la mort? Oui. Non. Non, mais oui. C'est ton intervention qui m'a fait dire on devrait vivre dommage qu'on vive pour 100 ans. Oui. Donc c'est. Ben là, non, mais je vous ramène à la chanson de Claude Semal, je suis né pour mourir et mourir les asticots. Ça remplace les choses un peu. Je sais pas. Ça dépend du degré d'optimisme ou de pessimisme. C'est-à-dire que, évidemment, l'hypothèse époustouflante de Crick, elle repose sur un athéisme, sur le fait qu'il n'y a pas d'intention, qu'il n'y a pas une divinité bienveillante qui, d'une part, a créé le vivant parce que ça lui plaisait et qui, d'autre part, d'autant plus le bouquin de Crick aussi discute de la séparation entre l'âme et le corps. Il dit que non, l'âme, la conscience, l'intelligence, tout ça est matériel. Ça résulte de ce système nerveux et pas d'une chose extérieure qu'on aurait insufflée. Donc, on peut dire que c'est une hypothèse athée, donc qui ne nous donne pas cet espoir d'une vie après la mort. Mais je ne sais pas si toi tu le vois d'un autre côté, tu le vois autrement, visiblement. Nous, c'était par rapport à ce que, par exemple, les bactéries qui meurent pas, comme tu as dit. Oui. Je veux dire, où ça se situe après le niveau du vivant humain, la mort d'un vivant humain, comment on peut l'appréhender? Oui, effectivement, c'est très différent. C'est très différent parce que nous, on ne se reproduit pas de façon clonale. Et donc, de fait, on meurt. C'est-à-dire que l'individualité que nous sommes, elle est vraiment limitée dans le temps. Elle commence au moment où se forme un zygote. L'individualité, je ne dis pas qu'à ce moment-là, on n'a pas de conscience, etc. Alors pourquoi? Pourquoi ça se Oui, passe comme ça parce qu'elles se reproduisent toujours, les bactéries. C'est ça qui est bizarre. Oui, je pense que là, il y a vraiment une différence qualitative. Alors quand on dit que les bactéries ne meurent pas, c'est pas tout à fait vrai. Il y a donc François Tadei, qui est un chercheur français, qui fait des très très beaux travaux, où il suit dans une boîte de culture, il suit une bactérie et toute sa descendance, et ce qu'il montre en fait, c'est que dans certaines bactéries, à un certain moment, leur descendance est condamnée. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas mourir, elles vont se diviser, leurs descendants vont se diviser, leurs descendants vont encore se diviser, etc.
mais où il y a un moment où toute cette lignée-là va disparaître, alors qu'au même instant, dans la boîte de pétri, il y a une autre lignée qui, elle, va continuer à se reproduire. Et ce n'est pas une question de compétition, d'occupation de l'espace, c'est-à-dire qu'ils les transplantent chaque fois pour qu'ils aient suffisamment de nourriture, qu'ils ne soient pas en compétition les unes avec les autres. Et donc, en fait, on voit qu'il y a des bactéries qui meurent à tout moment. Mais ça, c'est aussi la théorie de Darwin. C'est que de toute façon, on ne peut pas avoir une croissance exponentielle, puisque sinon il y aurait des bactéries partout. Enfin, ou plutôt, donc il n'y aurait plus de ressources pour les nourrir. Mais ça, c'est un argument finaliste. On peut pas, enfin, formuler comme je viens de le faire, ça paraît très finaliste. Tout simplement, on peut faire une déduction logique qui ne pourrait pas être autrement. Un tas de bactéries doivent mourir, puisque ça se reproduit extrêmement vite et que la population de bactéries sur la Terre n'est pas en croissance exponentielle. Les bactéries ont une croissance exponentielle quand elles sont dans un milieu de culture riche. Et puis là, elles se développent, et puis elles épuisent leur milieu, et là, il y en a plein qui commencent à mourir, et puis il y en a d'autres, quelques-unes qui survivent. Donc, les bactéries meurent, entendons-nous. Par contre, les bactéries d'aujourd'hui résultent d'une division cellulaire, qui résulte d'une division cellulaire, qui résulte d'une division cellulaire. Maintenant, est-ce que cette bactérie-là est la même que celle d'il y a 3 milliards d'années? Non, parce qu'il y a eu plein de mutations. Donc, son individualité, on pourrait dire qu'elle se manifeste dans sa séquence. Et donc, dans cette information qu'il y a dans sa séquence d'ADN. Donc, on pourrait dire que l'ADN, ici, il contient l'individualité des organismes, des cellules, mais qu'après, en tout cas, qui contient l'information qui détermine en partie l'individualité d'un organisme. Mais évidemment, après, quand on parle d'animaux, l'individualité, même de plantes, l'individualité, elle résulte aussi de toute l'histoire de la vie, de tout ce qui est acquis pendant la vie, et ça nous ramène donc à cette grande question qu'on abordera dès qu'on parlera d'épigénétique, de l'inné et de l'acquis. Merci. Voilà.